HappyDV est heureuse de vous proposer ce soir une conférence exceptionnelle sur l'intelligence artificielle, animée par Mehdi Ismaël Berahal, le cofondateur de Ludaccess, un service dédié à l'accessibilité numérique et culturelle pour les personnes déficientes visuelles. Notre programme de ce soir, soutenu par l'AGEFIP, va débuter dans quelques minutes. Bonjour tout le monde, merci à tous ceux qui sont présents ce soir ici. Merci à toutes les personnes sur Internet aussi qui vont prendre quelques instants ensemble pour partager ce petit moment autour des intelligences artificielles, des usages concrets qu'on peut en faire avec un handicap, une déficience visuelle, mais également sans handicap. Vous allez voir, je pense que les personnes valides vont pouvoir quand même découvrir, apprendre, redécouvrir des petites choses. Et voilà, on a un petit programme ce soir. Donc, tout d'abord, on va un peu définir de quoi on parle. On va ensuite peut-être faire un petit panorama des grandes IA les plus connues, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, voilà. On pourra continuer avec un focus sur justement le rapport entre le handicap et ces IA. Qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire. On fera un focus également sur la déficience visuelle et les IA, plus précis. On verra notamment le couteau suisse que personnellement je recommande pour s'en sortir quand on est déficient visuel, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, l'autonomie. Et puis vers la fin, on garde le meilleur pour la fin puisqu'on va voir les limites des IA, puisque c'est pas que du positif, mais surtout pour chacune de ces limites, on va voir aussi ensemble comment faire mieux à partir de ces contraintes initiales. Donc, je suis Mehdi Ismaël Berahal, je suis non-voyant, je suis intervenant pédagogique, consultant accessibilité en jeux vidéo, auteur de jeux, d'assistant IA, formateur, j'ai plusieurs petites casquettes, mais je suis surtout ce soir présent en tant que cofondateur de Ludaccess. Et Ludaccess, c'est donc un service en faveur de l'accessibilité des jeux vidéo, des IA, de la culture. L'idée c'est de sensibiliser, tester, prototyper, aller en entreprise, animer des ateliers, etc. Bon, voilà, c'est déjà un petit portrait de qui je suis. Ce dont je vais vous parler ce soir, je tiens quand même à préciser d'emblée que tout ce qu'on va parler, à part les choses peut-être que vous allez rajouter avec vos questions, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont accessibles gratuitement sur vos ordinateurs, sur vos smartphones. Et quand je dis accessible, non seulement c'est gratuit, mais également en termes d'accessibilité numérique, donc quand on ne voit pas ou très mal, globalement, tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses qui sont exploitables, utilisables. Pour certaines, c'est très bien, d'autres, c'est juste correct, mais dans tous les cas, voilà, déjà, c'est important de le préciser d'emblée. Écoutez, pour commencer un petit peu par des choses concrètes, tout à l'heure en venant, j'ai eu une petite, ça m'a rappelé une aventure que j'ai eue la semaine dernière, et on va commencer par là, et puis ensuite on va dérouler aussi peut-être une autre petite anecdote, et ensuite on attaquera vraiment le programme de la conférence. Tout à l'heure, en venant, je prends le tram et pour traverser la voie du tram, je sais pas si c'est le bon moment pour traverser et donc du coup, je regarde un peu autour de moi, penaud, je demande. Et là, il y a quelqu'un qui parle une langue étrangère qui vient de l'autre quai et qui vient me guider pour repasser. Et je le reconnais sa voix. C'est une personne que j'ai rencontrée la semaine dernière. Quel est le rapport avec l'IA ? Cette personne, j'ai fait un bout de chemin la semaine dernière avec lui sur un trajet à peu près similaire, mais il ne parle pas un mot de français. Et je ne sais même pas quelle langue il parlait. Ce que j'ai fait, c'est que pendant qu'on marchait ensemble, lui il me parlait, il me disait des choses, moi je essayais de lui dire est-ce que vous allez bien vers là-bas, il me répondait des choses, je ne comprenais rien, et manifestement il comprenait pas ce que je lui disais. Eh bien, j'ai sorti mon smartphone, j'ai utilisé une application qui s'appelle Perplexity, on en reparlera à diverses occasions aujourd'hui. Eh bien, tout simplement c'est une IA que j'ai lancée en mode vocal en une poignée de secondes, et j'ai dit à l'IA, je suis avec quelqu'un, je suis non-voyant, je ne comprends pas ce qu'il dit, est-ce que tu peux essayer d'identifier sa langue et ensuite me traduire ce qu'il dit ? Et moi ensuite, je lui répondrai en français, est-ce que tu pourras lui traduire dans sa langue ? Écoutez, au bout d'une minute, on a commencé à établir un dialogue comme ça, donc j'ai fini par c'est l'IA qui a identifié quel était son langage, et on a parlé. Bon, tout ça pour vous dire que ça, vous n'allez pas le voir dans les manuels, comment utiliser une IA, mais finalement, l'IA c'est un outil. Donc finalement, on en tire finalement comme avantage ce qu'on va en faire. Et parfois, il faut un peu dépasser les limites. Perplexity n'est pas du tout fait pour ça. Bon, première anecdote. Deuxième anecdote concrète.
Voilà, je gère une chaîne YouTube depuis 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans. Au départ, j'ai été accompagné, c'était bien. Maintenant, je suis seul, en tout cas pour la gestion de la chaîne, c'est plus compliqué, etc. Et je consulte régulièrement des vidéos, etc. Et il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire il y a 2 ans. Et qu'aujourd'hui, je peux faire, alors pas forcément parfaitement, mais en tout cas, il y a des choses où je suis passé de impossible à faisable. Je suis pas passé de faisable à mieux. Je suis passé de c'était totalement exclu à maintenant je peux le faire en autonomie. Alors, je vous donne un exemple. Je ne suis pas développeur. Je ne sais pas coder, enfin je sais coder des fictions interactives, mais c'est très spécifique. Je ne sais pas coder un site web, je ne sais pas développer une application. Pas du tout. Ces dernières semaines, je m'éclate sur un outil dont on va avoir l'occasion de reparler tout à l'heure, qui permet à quiconque, et c'est très accessible comme interface, donc même si on ne voit pas, ça fonctionne très bien, eh bien on peut fabriquer ses propres applications. Et surtout, on peut lui dire, fais-moi une application accessible, compatible avec les lecteurs d'écran, ou adaptée pour les dyslexiques, etc. Et la machine va le faire, puisque c'est une IA. Et du coup, je m'étends pas là-dessus, peut-être plus tard on y reviendra, mais juste pour terminer cette anecdote, là, je suis en train de me fabriquer ma propre application d'audio-description. Donc, on va mettre de côté plein de considérations sociétales, éthiques, etc. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, un non-voyant commence, on en est au tout début, à avoir la possibilité, sans savoir développer, grâce aux IA, de fabriquer ses propres outils. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser un outil, il s'agit de fabriquer des outils personnalisés. Bon, allez, assez de blabla pour l'intro. Je vous propose qu'on commence donc là, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, brièvement, de quoi on parle ? On parle de ces fameuses intelligences artificielles. Je pense qu'aujourd'hui, vous allumez la télé, la radio, il ne peut pas s'écouler quasiment une journée sans que vous n'entendiez ce mot. Donc, on va pas rentrer dans les détails techniques. De toute façon, c'est pas mon dada. Mais en gros, c'est LLM. Je pense que vous connaissez tous ces noms. ChatGPT, Gemini, Perplexity peut-être. Si vous le connaissez pas, je vous garantis qu'à la fin de cette conférence, vous le connaîtrez. Eh bien, voilà, tout ça, en fait, ce sont des programmes, des techniques et programmes qui vont permettre à une machine d'imiter du comportement humain. Voilà. Donc, ça peut être résoudre des problèmes, ça peut être rédiger des choses, ça peut être répondre à des questions, ça peut être agir dans certaines circonstances, dans le monde numérique. Donc, vraiment, c'est juste ça. Une intelligence artificielle, c'est une machine, un programme qui va imiter un comportement humain. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on a des gens qui partent de zéro en IA ou qui ont déjà pas mal de connaissances, mais il faut quand même comprendre quelque chose d'important pour comprendre des limitations notamment que toutes ces IA elles ont, et fortiori même si on a un handicap, on va aussi se heurter à ces limitations, c'est le côté prédictif. Les bases qu'on connaît au départ, ce sont ces chatbots, donc on tape du texte, ça nous répond. Bon, en fait, il faut savoir que le fonctionnement derrière tout ça, il est très simple, c'est de la statistique. C'est de la statistique, mais à une échelle puissance, je ne sais pas combien. Mais en fait, l'IA, elle va juste prédire le prochain mot. Donc nous, on a l'illusion d'une intelligence, l'illusion d'échanger ou d'obtenir des résultats. Mais finalement, ces IA ne font que essayer de deviner le prochain mot le plus probable. Et puis derrière ce prochain mot, quel est encore le mot d'après le plus probable, et ainsi de suite. Bon, voilà pour les très grandes lignes. Et à partir de ça, il s'est passé, c'est quoi ça fait ? Ça doit faire à peu près 3 ans. Je pense qu'on va bientôt fêter le 3e anniversaire de ChatGPT, la version grand public, qui a ouvert cette nouvelle ère. Et bien, depuis ce petit chatbot où on tape du texte, et bien maintenant, on est passé à autre chose, c'est le multimodal. Alors, c'est formidable pour tout le monde, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment la grande clé c'est la pierre de Rosette, quoi. C'est ce qui va, c'est la clé qui manque pour ouvrir la serrure, qui va bloquer les portes qui bloquent les personnes handicapées face au numérique. Le multimodal, ça veut dire qu'en fait, les IA aujourd'hui, elles peuvent, le multimodal. Donc, en gros, c'est pouvoir passer d'un mode à l'autre aussi simplement que vous, à la plage, vous marchez sur le sable, et puis vous entrez dans l'eau, vous nagez, puis vous ressortez, vous marchez. Bien. En fait, maintenant, les IA, elles peuvent convertir du texte d'une langue à l'autre sans aucune difficulté. Elles peuvent convertir ce texte en voix, donc elles peuvent vous parler. Elles peuvent convertir votre voix en direct en texte. Elles peuvent convertir une image en texte. Elles peuvent convertir une image en graphique.
En fait, voilà, vous imaginez qu'elle peut changer de mode comme ça, en claquant des doigts. Et cette multimodalité, pour nous, finalement, c'est un miracle. On va voir un peu plus en détail pourquoi, mais c'est quand même la clé de ce qui se passe avec nous. Enfin, je vous donne un exemple tout simple. C'est vous connaissez probablement tous des IA de computing vision, donc de vision synthétique par ordinateur. Be My Eyes, pour ne pas le nommer, qui est le plus célèbre. Eh bien, Be My Eyes, c'est une IA. Elle prend une photo et elle vous décrit très en détail la photo. Donc, elle a converti de l'image en texte ou en voix, si c'est vocalisé par un lecteur d'écran ou quoi que ce soit. Donc, là, on voit bien qu'il se passe quelque chose de formidable, puisqu'une machine, nous, on ne voit pas, elle voit, et elle va nous restituer ce qu'elle a vu sous une autre forme. Donc, bon, ça c'est déjà les bases. Avant de passer directement aux principales IA dont vous entendez probablement parler à la télé, ou vous-même vous les avez peut-être sur vos smartphones, est-ce que déjà à ce stade, certains d'entre vous ont des questions un peu générales sur comment ça fonctionne, mais dans des très grandes lignes, bien sûr, on n'ira pas à un niveau de très très pointu, mais est-ce qu'il y a déjà des grosses interrogations qu'il faut lever tout de suite pour pouvoir vous permettre de bien suivre la suite, de comprendre Oui, bonjour. Moi, je voulais juste savoir, Maya, moi, je connais pas Maya. En fait, c'est quoi Maya? Maya? Oui. Vous avez dit qu'il décrit l'image qui est sur... Be My Eyes. Alors, c'est une application qui fait partie... BMI, ok. Donc Be My Eyes, soit mes yeux en anglais. Et en fait, du coup, c'est une application gratuite qu'on peut trouver sur PC, sur Mac. Sur Mac, j'ai un doute, je crois qu'ils l'ont retiré. En tout cas, sur Android et sur iPhone, oui. Sur iPhone, oui. Oui. Et en fait, elle est gratuite, elle est très rapide. En moins de 10 secondes, vous pouvez prendre une photo de n'importe quoi et elle va vous décrire ce que vous voyez. Mais surtout, c'est pas terminé une fois qu'elle vous a décrit quelque chose. Vous pouvez engager un dialogue. Par exemple, si vous prenez une photo, je ne sais pas, d'un article, eh bien, vous pouvez lui dire, je dois changer les piles de cet article. Dis-moi, c'est quel type de pile? Et là, l'IA va continuer le travail. Vous avez juste pris la photo. Ou alors, pareil, vous lui dites, vous prenez une photo d'un aliment. Donc déjà, elle va vous dire c'est quel aliment, si vous avez un doute. Ou une boîte de conserve, parce que typiquement, quand on ne voit pas au mal, des fois, les boîtes de conserve, si on ne peut pas lire ce qui est marqué dessus, toutes les boîtes se ressemblent. Eh bien, vous lui montrez la boîte de conserve, elle va vous dire ce que c'est. Mais c'est pas terminé. Vous pouvez lui dire, est-ce que c'est recommandé pour tel type de régime alimentaire? Quel type de plat je peux composer à partir de cette base? Voilà ce qu'est Be My Eyes. Bon, là, vous m'avez un peu pris à l'avance parce que ça fait partie du couteau suisse que je vous disais qu'on va voir un peu plus tard, tout à l'heure, sur vraiment le minimum pour survivre. Et c'est plus que pour survivre, en fait. C'est vraiment pour vous épanouir professionnellement, vous insérer socialement, être autonome. Voilà, on aura un petit package d'applications qui sera fortement recommandé. Et merci pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'ai pas fini ma question. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, je voulais juste aussi savoir, Léa, c'est elle-même qui se trouve sur l'iPhone ou c'est autre application? Alors, on la télécharge donc dans l'App Store sur le... Dans les iPhones, oui. Oui. Si vous avez des difficultés à la fin de la conférence, vous venez me voir et puis avec votre iPhone, on pourra rapidement la télécharger. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous l'aurez. Oui, moi, je l'ai déjà dans Siri. Alors, c'est différent. Ah, c'est différent. Parce que les gens qui sont en ligne n'entendent pas vos questions. D'accord. Oui, excusez-moi, je demandais à propos de la question si Siri, c'est le même de Léa et Thomas, c'est eux ou c'est autre chose? C'est ça ma question. Alors, merci pour la question. Donc, Siri, c'est une forme d'IA, on va dire, mais c'est très très peu performant par rapport aux IA dont on va parler ensuite. Siri, c'est un assistant vocal, on va dire. Voilà, on va pas trop s'étendre, mais non, c'est pas la même chose. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ne bougez pas, Monsieur Moreno, j'arrive. Alors, donc, on a une seconde question qui est en approche. Oui. Bonsoir et merci de ce débat. Parce que moi, je suis très interrogatif et je crains Tout à l'heure, vous avez prononcé 0. Et je suis dans tout ce domaine-là, double, triple, quadruple, 0.
Et à vrai dire, ça m'impressionne tellement que j'ai peur d'avancer quelque part. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des GPS qui sont révolutionnaires et tout ce qui s'ensuit, mais après, il vous faut un bottin pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez? Et donc, voilà, je suis très, très, très interrogatif là-dessus. Ok, je comprends la question. En gros, c'est est-ce que l'IA va vous aider dans votre mobilité pour vos déplacements physiques réels? Bien. Eh ben, écoutez, c'est vrai qu'on est un peu en retard là-dessus. Parce qu'en fait, la technologie dont on aura besoin pour nous, très malvoyants, non-voyants, pour nous déplacer à peu près en sécurité, etc., eh bien, c'est une technologie qui existe, mais elle est encore pas très performante pour diverses raisons. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le live vision. Parce que finalement, pour qu'une IA, un GPS peut déjà vous guider, vous dire tourne à droite dans 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Par contre, une IA qui va vous dire ah tiens, tu viens de passer devant une boulangerie, ah attends, tiens, tu viens de croiser quelqu'un que tu connais, ou qui te dit il pleut, fais attention là, le trottoir, il y a une énorme flaque. Pour ça, il faut que l'IA, elle voit en direct et en continu surtout. Aujourd'hui, les IA sont capables de voir. Mais en continu, il y a des IA, ça s'appelle le live vision, le live stream chez Google, le live vision chez ChatGPT, enfin ça porte des noms différents, mais l'idée c'est la même, c'est qu'en gros vous allumez votre caméra ou vos lunettes connectées, et ça filme en permanence ce que vous voyez, et vous pouvez parler, et vous pouvez donner des instructions. En pratique, ça marche pas, ou très mal. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc ça existe, mais c'est pas encore assez mature pour être fluide. Ce qui va se passer, c'est que après quelques secondes, l'IA va plus regarder et elle va vous faire croire qu'elle continue de regarder, mais elle ne regardera pas. Ce qui peut être dangereux et ce qui est agaçant. Et alors la raison principale, c'est pour des économies de serveurs. Ça mangerait. Imaginez qu'une personne qui prend une photo et qui demande une info à une IA, elle prend une photo et ça consomme énormément d'énergie, d'électricité et de processeurs pour vous répondre à ces questions. Et dites-vous qu'une personne qui va filmer pendant ne serait-ce que 2 minutes. Et si on dit que c'est une image par seconde, mais sauf qu'en vrai c'est beaucoup plus, en gros, cette personne va consommer 200 fois plus que beaucoup. Donc une seule image, c'est beaucoup. Donc une vidéo en continu, voilà. Donc aujourd'hui les technologies existent, mais ils peuvent pas les délivrer véritablement sur le terrain. Donc ça fonctionne très mal. C'est une question de temps, hein. Ça va arriver. Vous permettez, je ne veux pas monopoliser, mais dernièrement il y a eu, je suis coureur. Dernièrement, il y a eu donc les 20 km de Paris et ils ont fait la une sur soi-disant un aveugle, ce que je mets très en doute parce que bon, moi je suis sans vision et je suis coureur et je sais que courir comme on montre là, soi-disant aveugle, je veux bien croire qu'il est malvoyant. En plus, en ayant à l'oreille on a besoin de notre acoustique et moi sans guide je ne peux pas courir et malgré toutes les informations que vous avez pour tourner à droite ou à gauche, eh bien vous n'êtes jamais sûr de ce qu'il peut y avoir sur le terrain, sur la route, c'est-à-dire l'axe de la route. Déjà quand vous courez comme là par exemple le marathon ou les 20 km, vous avez une ligne bleue, enfin une ligne à suivre qui est la ligne officielle et donc l'IA, ça m'étonnerait que, comme vous dites, en fraction de seconde, elle soit capable de vous guider à 10, 11, 12, 15 à l'heure ou voire plus en fonction de... Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il existe des voitures autonomes qui fonctionnent... mais c'est un autre domaine, je crois. Ah, pas tout à fait. C'est quelque chose qui se déplace dans un environnement réel avec des piétons, des gens qui traversent la rue, qui peuvent surgir au dernier moment, des imprévus tout le temps. Il faut savoir voir la ligne de bordure. C'est des véhicules qui peuvent rouler à des dizaines, voire centaines de kilomètres/heure. Donc, la technologie, elle le permettra. Aujourd'hui, pour les piétons, pour un utilisateur final avec sa canne blanche ou autre, non, c'est pas encore là. Parce que c'est pas encore mature, si vous voulez, pour les piétons. Mais cette technologie, elle existe aujourd'hui, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas exploitable. Dans 5 ans, je ne sais pas. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on peut pas courir en mettant des lunettes connectées et compter sur l'IA pour pas qu'il se passe un drame. Non, mais c'est du folklore, là. Voilà. Bon. Ok. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question? Oui, on a 2 autres questions. Ah.
Alors, je vais vous inviter à être synthétique sur les questions parce que quand vous allez voir tout ce qui va arriver après. Oui, je comprends. Très court. Juste pour dire que les voitures autonomes, en fait, ils ont besoin les voitures autonomes ont une intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire qu'ils ne fait pas appel à Internet. Enfin, Internet est utilisé pour les mises à jour. Il y a notamment une marque chinoise qui fabrique une voiture totalement autonome, mais ça demande un microprocesseur hyper puissant et une mémoire embarquée qui permettra à la voiture de se diriger toute seule sans être obligée d'être reliée sans arrêt à Internet, on va dire. Bien sûr. Et ce genre de processeur, même s'il existe actuellement en Chine des voitures qui conduisent de porte à porte sans que personne soit assis devant le conducteur, à la place du conducteur. Et ce genre de technologie, pour qu'elle puisse arriver à un particulier qui est piéton, à mon avis, il faut compter encore 5 ans. Mais ça va venir vite. Peut-être même plus. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que ça va aller vite. Maintenant, le jour où il y a une telle concurrence que ça va venir très vite. En tout cas, pour les voitures autonomes, c'est déjà existant en Chine. Et ça sera diffusé en Europe d'ici 2-3 ans, puisque c'est autorisé depuis le 26 septembre de cette année, en Europe, dans toute l'Europe. Et donc ça permettra aux aveugles ou aux malvoyants d'avoir des voitures qui vont les emmener d'un point A à un point B. Une flotte de taxis totalement autonome sera certainement lancée en 2026-2027, ça c'est sûr. Oui, c'est possible. Merci beaucoup pour ton intervention. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'à l'avenir, l'IA se retourne contre nous? Alors si, mais je propose que ce soir, on ne rentre pas dans les considérations éthiques, morales et sociétales de l'IA, parce que c'est un sujet qui est extraordinaire, qui est passionnant, et c'est un des plus grands défis que l'humanité auquel il fait face, un défi aussi grand que celui de la technologie des bombes nucléaires, de mon point de vue. Mais si on rentre là-dedans, on va pas s'en sortir, surtout que moi j'ai tout un programme à vous dérouler. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu le côté positif, même si, comme je vous dis, on va réserver un bon moment à la fin pour voir les limites de ces IA. Et nous, en tant qu'utilisateurs, comment on va pouvoir dépasser ces limites. Alors. On peut la stopper quand on veut. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Oui. Bah, c'est comme votre smartphone. Vous pouvez l'éteindre quand vous voulez, vous couper, vous déconnecter. Donc, alors, je vous propose donc de passer à la grande section suivante. Donc, je vais accélérer un peu sur la deuxième section, mais ensuite, je vous donnerai la parole et vous m'arrêterez sur des points plus précis. Donc, les grandes IA aujourd'hui qui sont accessibles, qui ont des usages gratuits, il y a des abonnements payants, mais en gratuit, on peut faire quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous faites bien parce que j'ai tendance à m'emballer un peu. Donc, s'il y a besoin même de me le redire plus tard, vous n'hésitez pas. Donc, alors. Ce qu'on va faire pour aller un peu plus vite, je vais nommer les différentes IA et puis je vais vous dire un petit peu, plutôt en gros les identifier. C'est quoi leurs points forts? Ça peut vous aider, peut-être en réécoutant plus tard cette conférence, à identifier, parce que quand vous allez avoir un besoin, il existe beaucoup d'IA concurrentes différentes et en gros elles font toutes à peu près la même chose. Pourtant, il y en a quand même certaines qui sont mieux que d'autres dans certains domaines. Donc voilà, il faut aussi savoir un petit peu laquelle utiliser quand. Donc tout d'abord, on a le fameux ChatGPT, qu'on ne présente plus, qui est un peu le leader aujourd'hui en termes de reconnaissance publique. Bon, ce ChatGPT, au départ, c'était un chatbot avec qui on tapait du texte, il nous répondait. Aujourd'hui, il voit, il entend, il nous parle avec des voix humaines assez bluffantes. On peut l'interrompre quand il parle. Il peut faire des images. On peut lui demander de faire une image. On peut lui demander de faire une image de nous-mêmes. On peut prendre une photo de nous-mêmes et nous dire refais-moi en photo à la plage en train de, j'en sais rien moi, faire un pique-nique. Donc toutes ces capacités, elles sont arrivées semaine après semaine, mois après mois. Mais aujourd'hui, il sait faire énormément de choses. Il peut, dans le cadre professionnel, il peut vous assister de manière folle. Il peut convertir des documents, la fameuse multimodalité. Alors l'exemple typique, si on vous donne un document graphique, un schéma, vous voyez mal ou vous voyez pas, eh bien vous dites à l'IA, explique-moi ce schéma très en détail, ou fais-moi un rapport écrit. Lui, il va le faire en quelques secondes. Donc voilà, ChatGPT, il sait faire quasiment tout ce que les IA d'aujourd'hui savent faire. Il peut vous aider à écrire de manière créative, il peut vous corriger dans le cadre professionnel des documents que vous rédigez, des rapports. Il peut chercher la petite bête,
Il peut chercher les fautes d'orthographe, de vocabulaire, mais aussi les fautes de logique, ou même les informations fausses, si vous lui demandez de la bonne manière. Il peut vous trouver de l'information, dans des proportions folles. Quand vous prenez ChatGPT 5, c'est la dernière version, si vous activez le mode pensant, c'est-à-dire le mode lent, où il prend vraiment le temps, au lieu de donner la première réponse qui lui passe par la tête, mais l'avantage c'est qu'il va vite. Quand vous activez des modèles, les fonctions pensantes, il va être très lent, mais par contre, il va vous sortir un résultat canon. Si vous cherchez un emploi, alors là, je prends un peu d'avance sur la partie qui va suivre, mais par exemple, voilà, ça y est, vous venez de terminer vos études en je ne sais pas, en secrétariat par exemple, eh bien, vous voulez maintenant un poste dans ce domaine. Eh ben, vous allez pouvoir dire à ChatGPT, activer le mode recherche, activer le mode pensant. Vous allez lui dire, voilà, j'habite à tel endroit, dans un rayon de 12 km, accessible avec des transports en commun, puisque je peux pas prendre de voiture. Trouve-moi toutes les entreprises qui recherchent des postes de secrétariat, ou en tout cas qui sont susceptibles d'avoir de la demande dans ce domaine. Et puis, moi, j'ai une éthique, donc je veux que des boîtes qui travaillent sur des domaines un peu éthiques, écologiques, etc. Et vous pouvez rajouter autant de critères que vous voulez, et ChatGPT va vous le faire. Et vous pouvez même lui demander de le faire sur la France. Donc là, il va réfléchir pendant 15, 20, 30, 40 minutes peut-être, mais à la fin, il va vous sortir potentiellement un tableau avec des centaines de lignes. Je l'ai fait il y a 2 semaines pour un projet professionnel. Donc, imaginez l'autonomie là autour de moi. Vous êtes en situation de handicap, la plupart, pas tous, mais même les voyants, ils voient l'avantage. Hein. Vous vous rendez compte le temps qu'il nous faudrait de faire ça, et a fortiori, quand on a un handicap, de naviguer sur différents sites, s'adapter à chaque interface différente, se heurter à des failles d'accessibilité numérique, des choses mal labellisées, etc. Bah lui, en quelques dizaines de minutes, il va faire tout ce travail. Donc ça, c'est ChatGPT. Moi, si je devais schématiser, ChatGPT égale à peu près bon en tout. Voilà. Si on doit retenir quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, vous le ferez à peu près bien avec ChatGPT, pratiquement quoi que ce soit qui est faisable avec une IA. Alors ensuite, on peut vous parler de Gemini par exemple. C'est l'IA de Google, c'est le grand concurrent de ChatGPT. En gros, tout ce que fait ChatGPT, Gemini le fait. L'avantage pour vous de vous dire je vais aller sur Gemini plutôt que ChatGPT, c'est que Gemini, étant un produit Google, il est déjà raccordé à l'écosystème Google. Ça veut dire qu'il peut aller potentiellement consulter votre boîte mail. Il peut créer des documents au format Sheet, je ne sais plus le nom, mais bon bref, tous les produits Google, vous allez déjà pouvoir avoir des interconnexions à condition que vous utilisiez le même compte pour différents services produits Google. Et ben en fait, Gemini, vous pouvez lui le faire travailler, répondre, interagir en partie avec tout cet écosystème. Ce sera ça, je dirais, la grande différence. Je vous rappelle que toutes ces IA que je vous dis, elles ont des usages gratuits, et qu'en gratuit, on peut faire honnêtement quasiment les 3/4 de tout ce qui peut être fait, on peut le faire en gratuit. Donc on a Gemini égale écosystème Google. On a Copilot de Microsoft, c'est pareil, il fait à peu près ce que fait ChatGPT et Gemini. Sa particularité, c'est qu'il est très corporate, très professionnel. Donc en gros, quand vous bossez, si vous voulez des résultats un peu propres, un peu carrés, avec un ton, justement, on est dans le sérieux, quoi. On n'est pas là pour blaguer, etc. Copilot est pas mal, et il a cet avantage d'être pareil, rattaché à l'écosystème de Microsoft. Donc si vous avez un abonnement Microsoft Office 360, ou vous avez l'habitude d'utiliser des services Microsoft, écoutez, ça peut être pas mal, ça pourra faciliter, Outlook par exemple, les interactions seront très facilitées d'un service à l'autre, si vous utilisez une fois de plus le même compte. Voilà, donc Copilot, je dirais que c'est la rigueur. La rigueur et l'écosystème Microsoft. Alors, qui on a d'autres à l'inverse de Copilot, on a Grok, qui est une IA parmi les plus chères, si toutefois on veut prendre un abonnement payant, mais une fois de plus en gratuit, on peut faire énormément de choses. Grok, ça va être l'IA permissive. En gros, elle fait à peu près tout ce que fait ses concurrents, mais elle, c'est l'inverse de la rigueur, c'est il y a peu de censure, beaucoup plus de marge de manœuvre, de liberté.
Alors, on a également, alors, on va tout de suite parler de Mistral. Si vous avez envie de soutenir une des boîtes qui fait de l'IA française, écoutez, il y a Mistral. Pareil, Mistral s'aligne sur les concurrents, donc on peut faire pratiquement tout ce qu'on fait avec les autres IA avec Mistral. Et pareil, il y a la version gratuite, il y a la version payante. En gratuit, on peut faire énormément de choses. Toutes ces IA que je vous cite jusque-là, elles ont ces aspects multimodaux. Donc une fois de plus, elles peuvent vous parler en français, en anglais, c'est pas de difficulté, elles peuvent vous entendre, elles peuvent vous répondre avec de la voix, elles peuvent convertir des images en texte, elles peuvent convertir des idées en romans, en rapports professionnels, elles peuvent vous corriger. Donc vous commencez peut-être à comprendre que finalement, le choix d'utiliser une IA ou une autre, ça va un peu dépendre de vous. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des mises à jour très régulièrement sur ces IA. C'est vraiment une véritable bataille, et surtout une bataille accélérée. On a rarement connu des batailles technologiques, industrielles aussi rapides, ouais. Et ça se compte vraiment en semaines. En une semaine, il se passe des choses folles d'un concurrent à l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est que il arrive souvent que, par exemple, il y a quelques semaines, pour l'édition d'images et la création d'images, Gemini était passé en tête puisqu'ils avaient sorti un truc qui s'appelle Nano Banana. C'est juste un nom de version, peu importe, et qui est très très bon. Mais c'est en fait, faut comprendre qu'ils tiennent le flambeau quelques semaines. À chaque fois, quelques semaines après, il y a la Chine qui sort exactement la même chose, puis ChatGPT se met à jour et ainsi de suite. Pareil pour les vidéos, l'édition de vidéos. Donc pareil, ça aussi c'est quelque chose d'assez formidable. On peut être très malvoyant, non-voyant, on peut avoir même, pour faire du montage, il faut quand même un peu de souplesse avec le clavier, avec la souris, on peut avoir un handicap moteur aux mains, voire pas de main, et puis on peut quand même maintenant produire de la vidéo. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors je vérifie si j'oublie pas des IA générales que je voulais vous parler. Alors ChatGPT. Perplexity. Qui parmi vous connaît Perplexity? Stéphane, tu pourras me dire à peu près le pourcentage. Levez la main ceux qui utilisent et connaissent Perplexity, s'il vous plaît. Moi, je dirais 15%. Donc, alors, je vous dis tout de suite, Perplexity, l'idée, c'est pas de leur faire de la pub ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du couteau suisse quand on a un handicap, quand on est très malvoyant, même pour les personnes qui n'ont pas de handicap, Perplexity, c'est une IA à connaître. La force de Perplexity, elle fait à peu près tout ce que les autres font. Sa force, c'est que déjà son interface, elle est peut-être un peu plus simple. ChatGPT, ça s'est étoffé avec le temps, donc maintenant, c'est pas aussi simple qu'il y a 2 ans. Mais surtout, elle est très forte pour trouver de l'info très vite, de l'info sourcée. Donc, les autres IA essayent de le faire. C'est vrai que Perplexity est un peu en avance là-dessus. Donc, quand vous voulez des infos à peu près sûres et surtout, vous voulez qu'on vous donne les sources pour que vous puissiez les vérifier si besoin. Tout ça, c'est accessible. Elle vous donne des liens, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page web avec le lien où elle a trouvé l'info. Vous pouvez vérifier vous-même, compléter. Et surtout, elle va comparer énormément de sources pour vous donner une info. Elle va pas aller chercher sur le web, dès qu'elle trouve l'info, elle s'arrête, elle vous renvoie l'info. Elle va ouvrir 10, 20, 30, 40 sources différentes, voir le meilleur, le plus crédible. Donc voilà, Perplexity. Voilà. Et pourquoi Perplexity fait partie du couteau suisse aussi? C'est parce que elle a un mode vocal qui est performant, mais surtout, moi je trouve que pour la lancer de manière rapide, instantanée, vraiment pour un usage courant au quotidien, elle est très chouette. Allez, je vais peut-être vous montrer un petit exemple, comme ça on va toucher un peu du concret. Donc Stéphane, je vais utiliser un de mes appareils. On va utiliser celui-là. Hop. Donc je sais pas. Là on est dans la rue. On se trouve actuellement dans la rue Maillet. Eh ben écoutez, je vais activer un raccourci et vous allez voir à peu près ce qui va se passer. Perplex Kitty. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je vous entends très bien. Que puis-je faire pour toi? Écoute, je suis actuellement en train d'animer une conférence dans la rue Maillet, à Paris, dans le 6e arrondissement. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette rue d'un point de vue culturel? Il faut mettre le micro sur le...
Je recherche ça pour toi. Un instant, s'il te plaît. Merci de patienter un moment. Je viens de trouver des informations. La rue Maillet, située dans le 6e arrondissement de Paris, est connue pour son caractère résidentiel et son ambiance paisible. Elle est notamment marquée par des bâtiments haussmanniens et des passages bordés d'arbres. Ok, c'est bon. J'ai compris. Est-ce que tu peux me dire quand la ville de Paris a été construite ? Vas-y, je t'écoute. Je suis en train de chercher cette information. Un instant, s'il te plaît. C'est-à-dire que je suis en direct, là j'anime une conférence. Je te prierai de pas tout fiche en l'air. Merci pour ta patience. Voici l'information. Paris a été fondé au IIIe siècle avant JC, sous le nom de Lutèce, par une tribu gauloise appelée les Parisis. Ok. Comment ça s'écrit Lutèce ? Lutèce s'écrit L-U-T-S. C'était le nom antique de Paris. Hein ? Avant que Attends, la ville ne répète. prenne sa forme actuelle. Répète comment ça s'écrit Lutèce, s'il te plaît. Ça s'écrit L-U-T-E-S. Lutèce. D'accord, il m'a semblé qu'il y avait un petit truc bizarre tout à l'heure. Ok, je te remercie beaucoup. Microphone, close. Avec plaisir. Voilà. Bon, donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant de pouvoir accéder comme ça à de l'info en temps réel, avec sa voix. Il peut nous répondre avec une voix. Là, j'ai utilisé un raccourci pour que ça aille plus vite. Normalement, il faut ouvrir l'appli, aller sur le bouton parler, etc. Bon, mais une fois le raccourci mis en place, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, Perplexity, si vous avez besoin d'infos rapides, en gros, si je devais schématiser tout ce qu'on a fait ces 20 dernières années avec Google, le site Google, pour faire des recherches sur Internet, je vous recommande d'essayer Perplexity et vous verrez que vous ferez ce que vous faisiez avec Google plus vite, mieux. Alors, on a déjà parlé de Gemini. Alors, hop. Alors, pendant que je vérifie vite fait mes notes, est-ce que vous avez des questions ? Quelqu'un levez la main et on vous apportera un micro. Oui, avant de passer le micro dans la salle, je vais me faire le porte-voix des gens qui sont en ligne et qui font remonter des questions. Alors, c'est des questions très pratico-pratiques. Quelqu'un demande si, en tant que déficient visuel, on peut compter sur Copilot pour faire des PowerPoint, par exemple. Alors, c'est un peu pointu. Je recommanderais plutôt d'aller sur des outils d'IA qui sont spécialisés pour faire des PowerPoint. Il y en a, donc si vous tapez IA spécialisé pour faire des PowerPoint. Et puis après, j'ai pas pu tester toutes les IA, les dernières itérations, les dernières versions. Donc il est possible que Copilot le fasse très bien. Ça m'étonnerait pas, parce que comme Copilot, je vous l'ai dit, il est très corporate, très monde de l'entreprise, très orienté boulot. À mon avis, c'est des fonctions qu'ils ont quand même pas mal travaillé. Maintenant, je sais qu'on peut faire des PowerPoint très pointus, très poussés, très accessibles. Une fois de plus, cette fameuse multimodalité, c'est que les failles que vous avez ou que d'autres ont, vous pouvez demander à l'IA de les corriger. Exemple, vous dites à une IA de vous faire un PowerPoint, mais vous lui dites, dans toutes les images et polices que tu vas mettre dans ce PowerPoint, je veux que tu respectes les normes d'accessibilité numérique reconnues mondialement. Donc non seulement vous avez un PowerPoint, mais en plus, les couleurs vont être bien contrastées, les textes vont être gros et lisibles, ils vont pas être sur des fonds... Donc la réponse est oui. Oui, voilà, j'en ai vu passer. Bon, après, j'ai pas eu l'usage de PowerPoint, donc j'en ai vu passer. Je pense que ChatGPT maintenant le fait bien, la version 5. Il peut tout à fait, en mode pensant, il peut tout à fait construire ce type de document. Et il peut lui-même d'ailleurs, créer les images qui sont intermédiaires. On va voir un peu plus tout à l'heure ce qui s'appelle les agents. On reviendra sur ce côté-là, parce que finalement, un PowerPoint, ça peut contenir des documents, des sources, des images que vous lui donnez, mais ça peut aussi être créé de A à Z par l'IA. Et pendant que je me rapproche des personnes qui veulent poser des questions dans la salle, je t'en pose une, Mehdi, qui remonte aussi sur le chat. Sais-tu s'il y a des modules NVDA qui vont être créés avec de l'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance d'images? As-tu entendu parler de ça, demande-t-on sur le chat? Oui. Alors, il y en a déjà.
Je me souviens plus parfaitement les noms, parce que j'ai d'autres usages, donc je me suis pas trop arrêté dessus, mais il me semble qu'il y en a qui peuvent créer des raccourcis clavier pour de la reconnaissance d'image. Mais j'ai envie de vous dire, vous serez pas mieux servi qu'avec Be My Eyes, dont on a parlé tout à l'heure, donc une appli qui prend des photos soit de vous, soit avec votre smartphone, soit qui voit votre écran. C'est parce que si vous l'avez sur PC, vous pouvez prendre une capture de votre image. C'est hyper rapide, c'est hyper pointu, vous pouvez continuer de discuter, c'est gratuit. Donc, de ce point de vue-là, oui. On parlera d'un outil tout à l'heure dans le fameux couteau suisse, et on y viendra bientôt, qui s'appelle Viewpoint, et qui est c'est pas un plugin, c'est pas une extension, c'est quelque chose qui se met par-dessus NVDA. Mais allez, spoiler, c'est quelque chose qui va rendre vos interfaces sur votre écran qui ne sont pas accessibles, ça va les rendre accessibles. Voilà. Après, il y a des petites conditions d'usage, etc. Mais c'est-à-dire qu'un bouton, par exemple, qui n'apparaît pas, qui est à l'écran, mais qui n'est pas détecté par le lecteur d'écran, c'est pas qu'il n'est pas labellisé, c'est que votre lecteur d'écran ne le voit pas. Vous pouvez pas cliquer dessus, quoi qu'il arrive. Eh bien, Viewpoint va vous permettre de rendre ce bouton non seulement accessible, mais en plus de vous dire qu'est-ce que c'est que ce bouton. Bon. On y revient tout à l'heure, mais la réponse est oui NVDA, oui les plugins, et on peut même fabriquer ses propres plugins maintenant, parce qu'en fait, fabriquer des plugins NVDA, c'est pas très compliqué finalement, et si on ne sait pas le faire, comme la majorité des personnes dans cette pièce, et moi le premier, eh ben on peut dire à l'IA, fabrique-moi un plugin NVDA qui va faire ça. Ça marchera probablement pas du premier coup, mais vous testez, et puis vous lui dites, il s'est passé ça n'a pas bien marché, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous ai dit que je fabriquais une appli d'audio-description personnelle en ce moment. C'est comme ça que je fais. Je lui demande de me le faire, elle me fait un truc, ça marche plus ou moins bien, je lui dis attends, corrige ça. Moi, je n'emploie pas un seul mot technique, hein, je ne sais pas développer, je ne sais pas ce qu'elle fait sous le capot, mais je lui dis non, ça n'a pas bien marché, ou ça, c'est pas accessible, ou ça, je veux que tu, par exemple, un exemple tout bête, quand il y a des barres de chargement, je veux que tu vocalises avec le lecteur d'écran tous les 10% de chargement pour pas que j'attende bêtement quand ça plante, ou si je vois que ça avance lentement, j'ai le temps d'aller faire autre chose, je vais pas attendre derrière mon écran bêtement. Bon, voilà, donc même ce qu'on ne sait pas faire nous, on peut demander à l'IA de nous le faire, et c'est valable pour j'ai déjà vu des déficients visuels sur des émissions sur YouTube qui fabriquaient des plugins NVDA, mais sans coder quoi. Ils demandent juste à l'IA de fabriquer le plugin pour telle fonction. Ensuite, l'IA lui dit, maintenant, tu prends ce texte, tu le copies, tu le colles dans un fichier texte. Ce fichier texte, tu le renommes add-on, NVDA add-on, ou quelque chose comme ça. Et si tout se passe bien, ça marche. Quels sont les IA compatibles avec les smartphones Android ? Toutes. Le marché Android, il est tellement grand qu'aucune IA peut se permettre de dire je ne suis présent que sur iPhone. ChatGPT est compatible avec Android aussi ? Ouais, c'est une appli à télécharger. Alors, merci pour ta question, parce qu'il y a quelque chose que je vais préciser maintenant. Toutes les IA que je vous ai dit, elles sont gratuites. Où est-ce qu'on les trouve ? Très bonne question. On les trouve toutes à la fois en version web, ça veut dire que n'importe où vous pouvez utiliser un navigateur web, même sur une smart télé, partout où vous pouvez utiliser un navigateur web. PC, Android, votre navigateur sur votre smartphone, peu importe, même une console de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo qui ont accès à Internet, elles ont toutes une version web. Vous pouvez les utiliser. Après, pour l'ergonomie, c'est peut-être mieux quand il existe une version appli de la télécharger sur votre appareil. Mais de toute façon, vous aurez les mêmes fonctions et votre compte communiquera. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose sur la version web, à partir du moment, bien sûr, où vous êtes logué avec votre compte, votre identifiant, votre mot de passe, pour qu'il sache qui vous êtes, 5 minutes après ou même 3 secondes après, vous basculez sur votre smartphone et vous pourrez continuer ce que vous étiez en train de faire sur cette même IA. Mehdi, pour information, il y a 6 questions dans la salle. Wow. On essaye d'être concis dans les questions. Ouais, on va essayer de concis, et je vais être concis dans mes réponses aussi également. Alors, moi, très simplement, donc, comme il existe tout un paquet d'IA, est-ce qu'il existe une méta-IA, une intelligence artificielle qui serait, comme il existe des métamoteurs textuels, est-ce qu'il existe des méta-IA ? Donc, une méta-IA, ce serait une qui est un peu en abîme et qui est au-dessus de toutes les autres et qui Ok. Alors, je vais faire une réponse courte, mais je crois vraie. C'est le rêve de toutes les grosses boîtes d'IA. Ça s'appelle l'AGI. C'est en gros une IA qui aurait l'intelligence de tous les humains de la Terre réunis. Voilà. Donc,
allez, il y en a qui font un pronostic, c'est pour dans 5 ans, il y en a c'est pour dans 30 ans, il y en a qui disent qu'on ne pourra jamais faire ça. C'est le plus gros enjeu derrière les coulisses des IA. Le plus gros enjeu de tous, c'est le premier qui va réussir à fabriquer ça. Comme on dit, ce sera la dernière invention de l'homme. Et c'est vrai. Si c'est possible, je ne sais pas si ça arrivera. Si ça arrive, c'est vrai que ce sera la dernière invention de l'homme, puisque elle sera capable d'inventer le meilleur moteur qu'un homme peut inventer, elle pourra fabriquer la meilleure IA qu'un le meilleur des hommes peut inventer. Ce sera la dernière invention faite par l'homme. Enfin, c'est une image, bien sûr, on ne faut pas le prendre au premier degré non plus. Merci pour la question. Alors, moi, une question. Alors, vous avez utilisé des mots, plugins, etc. Bon, il y a des sites, il y a un site normalement, enfin, un site qui s'appelle Star Maker, par exemple, qui est un site qui permet de chanter en s'accompagnant avec tout un tas de choses. Et en fait, il n'est pas renseigné dans le sens où les boutons ne parlent pas avec VoiceOver, par exemple. Ouais. Alors, est-ce que cette IA, c'est ce que vous avez dit quand vous avez parlé des plugins? Est-ce que c'est ça qui renseigne les boutons de manière à ce qu'on puisse soi-même nommer ces boutons? C'est pas ça. C'est en fait ce qui va se passer. Et pareil, je vais faire une réponse très rapide. Viewpoint, c'est une IA qui va se connecter à l'IA, Gemini, pardon. Mais on vous guide, on vous explique comment faire. Vous récupérez une clé et je vous promets que c'est très facile. C'est très très facile à faire, même si on s'y connaît pas, en 3 clics, c'est fait. Et ensuite, à chaque fois que vous allez faire une combinaison de touches sur votre clavier, en utilisant votre ordinateur, et ben ça va lancer Gemini. Alors le point négatif, c'est que ça va envoyer une capture d'écran de votre écran au serveur de Google, Gemini. Gemini, l'intelligence artificielle, va travailler, elle va dire, tiens, de cette image, il y a ça qui est pas accessible, je vais le rendre accessible, je le renvoie, donc ça peut prendre entre 3 et 10 secondes, je sais pas, ça dépend. Et par contre, une fois que ça vous revient, vous avez des nouveaux boutons qui sont apparus, qui sont labellisés, des boutons ou des choses qui n'étaient pas présentes à l'écran avant, enfin qui étaient présentes mais que votre lecteur d'écran ou votre vue ne voyait pas, apparaissent, et ça devient interactif. Par contre, c'est éphémère. Une fois que vous avez cliqué, vous allez passer à la prochaine page, et c'est pas gardé en mémoire. Si vous éteignez tout et que vous revenez, il faudra relancer, c'est un petit raccourci clavier. Si on parle de l'accessibilité des interfaces, quelle est l'IA qui est la plus facile à utiliser? Je pense tout particulièrement à Mistral. Est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser de façon accessible? Enfin, personnellement, j'ai pas réussi. Alors, très très bonne question, effectivement, parce que voilà, l'outil il est là, mais si on peut pas l'utiliser ou si on a du mal, effectivement. Bon. Alors, je dirais que globalement, déjà, faut voir que ça va dans la bonne direction, l'accessibilité numérique sur les IA. Moi, en tout cas, il y a 2 ans, c'est le jour et la nuit. Hein. Que ce soit ChatGPT, que ce soit n'importe quelle IA, Perplexity, entre au début et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux labellisé, beaucoup plus accessible. Alors, c'est pas totalement accessible, mais je dirais que c'est accessible à 80% au moins. Donc, première réponse. Deuxième réponse. Le problème, c'est que eux, il faut qu'en interne, ils fassent des efforts d'optimisation parce qu'aujourd'hui, labelliser, tout ça, ça va à peu près. Il y a des petites failles, surtout qu'ils font des mises à jour très fréquemment, donc ils pensent pas toujours à mettre à jour l'accessibilité. Mais moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que les Gemini Google, ils ont une accessibilité native qui est folle. L'outil que j'utilise pour fabriquer mes propres applications, si l'outil lui-même n'était pas accessible, alors une IA peut fabriquer des applis géniales, mais si l'outil, les boutons n'étaient pas labellisés, et surtout si la fenêtre de prévisualisation n'était pas accessible, moi ma grande surprise c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que pendant que tu lui parles et que tu lui demandes de te modifier ton appli, tu peux déjà la tester et c'est parfaitement accessible avec lecteur d'écran. Donc Google a un très bon niveau d'accessibilité, je trouve, global, parce qu'ils ont une charte quasiment... Enfin, tous les produits qui sortent, normalement, ils respectent une charte. Ensuite, Copilot, je trouve c'est peut-être le meilleur, parce que en fait, Copilot, il a une petite fonction toute bête qu'on ne retrouve que sur l'application ChatGPT, en tout cas sur iPhone, et pas sur le site web, et pas sur l'application PC. C'est-à-dire que les résultats, ils sont lus au fur et à mesure en direct, sans que vous ayez besoin, vous, d'aller déplacer votre focus, votre curseur, pour faire parler votre ordinateur, pour entendre la réponse. Quand on a l'habitude, on le fait, on se rend même plus compte, mais ça fait des centaines, voire des milliers de tabulations, de manipulations quotidiennes, qu'on aimerait bien s'éviter. Et Copilot, lui, dès que vous lui envoyez une requête, il vous dit « Ok, je suis en train de traiter ta requête. Ok, la réponse vient d'arriver. » Et il te lit, il te vocalise tout de suite la réponse. C'est tout bête. C'est 3 lignes de code. C'est placer le focus à l'endroit de la réponse dès qu'elle arrive. Bon, à part Copilot et à part ChatGPT, mais dans sa version iPhone, quand on a le lecteur d'écran VoiceOver activé,
Les autres, non, faut quand même aller chercher, se déplacer. Alors, quand on connaît par cœur, quand on sait que, par exemple, ChatGPT, typiquement, toutes vos questions, vos requêtes, c'est des titres de niveau 5. Et toutes les réponses de l'IA, c'est des titres de niveau 6. Donc, vous envoyez votre question, hop, vous faites entrer, et hop, vous vous déplacez en arrière sur un titre de niveau 6, et hop, vous allez arriver tout de suite sur la réponse. Bon. Mais ça exige quand même de le faire. Donc, je compatis, non, ils optimisent pas. Ils rendent leurs applis accessibles, mais c'est deux choses. Une appli peut être accessible, mais on va passer 4 heures, mais oui, c'est accessible. Et puis ensuite, ça peut être optimisé pour aller vite, pour que le focus se mette tout seul sur au bon endroit. Et alors j'insiste parce que c'est quand même pour moi l'un des trucs les plus époustouflants de ce deuxième semestre sur les IA et l'accessibilité, c'est que l'appli que j'utilise pour fabriquer des applis avec IA, il suffit de lui dire tiens, je veux qu'il y ait une page pour qu'on puisse convertir par exemple une image en un autre format. Dès qu'on va dans cette page, place le focus du lecteur d'écran directement sur le bouton convertir. Il suffit de lui dire ça comme je viens de vous le dire, ou de le taper sur le clavier. Vous pouvez lui parler avec la voix, ou vous pouvez taper au clavier. Comme je viens de vous le dire, vous appuyez sur Entrée, vous attendez 30 secondes, ou 60 secondes, peu importe, et il vous modifie l'appli. Et si tout se passe bien, ça se passe pas toujours bien, des fois il faut recommencer, insister, etc. Si tout se passe bien, la prochaine fois que vous allez ouvrir votre page pour aller convertir des images, hop, c'est magique, votre lecteur d'écran va tout de suite atterrir sur le bouton convertir. Donc je ne sais pas si vous imaginez la bascule. Aujourd'hui, les déficients visuels, on a toujours dépendu ça se dit, ça, dépendu Oui. Ça sonne bizarre. Bref, des gens qui nous fabriquent des outils. Imaginez, maintenant, si on fabrique nos propres outils. On veut un outil pour faire du montage vidéo parce qu'on veut créer sa chaîne YouTube et on est non-voyant. Monsieur, mais il y a 2 questions par ici avant. Bien sûr. Vas-y, on peut passer. Je crois que ma réponse, elle est... Oui, moi j'ai une question complètement stupide. Je suis complètement étrangère à l'IA. Et comment est-ce que je peux avoir les moyens de me familiariser un peu avec? Voilà. Je vais vous donner une réponse très très simple. Parce que tout à l'heure on parlait de méta, de mise en abîme un peu avec une personne qui posait une question. En fait, vous demandez à l'IA. Nous, en tant qu'humains, on n'a tellement pas l'habitude de parler à nos outils. Même moi, ça fait 2 ans que j'utilise intensivement l'IA. Il y a des fois, je m'arrache les cheveux pour un truc tout bête, alors qu'il suffit de demander à l'outil. Je vous donne un exemple concret. Alors, c'est peut-être un usage un peu avancé, mais en tout cas, l'idée, c'est quand vous ne savez pas, vous ouvrez votre IA et vous lui dites « je ne sais pas ». Par exemple, vous lui dites « j'ai jamais utilisé d'IA, je voudrais rédiger une nouvelle. Comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Tu peux même le faire en mode vocal. Tu appuies sur le bouton mode vocal, tu lui parles avec ta voix, parce que si t'es pas à l'aise à taper très vite au clavier ou quoi que ce soit, elle va te dire, vous voulez qu'on essaye? Je sais pas si on a un peu de temps ou... Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. En gros, tu peux demander aux IA. Qu'est-ce que vous voulez simplement, c'est peut-être simplement déjà télécharger ici. Non, c'était pour... Oui, mais il y a des gens en ligne. Oui, alors en gros, est-ce que j'ai répondu à la question de madame? Ouais, c'était ça. Alors, j'ai répondu ou pas? Oui, hein. Ok. Vous avez entendu ou pas? Non, j'ai pas compris la réponse. Ah bon, alors il faut que je réexplique. Il faut que tu télécharges en fait de l'appli en fait. Pardon? Il faut que tu télécharges l'appli en fait sur ton téléphone, sur ton smartphone. Il faut télécharger l'appli t'as quoi comme téléphone? Alors si vous voulez... Non. Il y a 70 personnes qui nous écoutent. Pardon, oui, non, c'était pour préciser à la dame que je crois que ce qu'elle voulait simplement, c'était peut-être qu'on lui dise de télécharger ChatGPT, télécharger Gemini, télécharger... écoutez, vous pouvez venir me voir à la fin. Venez me voir à la fin, et si vous voulez, on le fera même ensemble rapidement. Voilà. Comme ça sera installé sur votre machine. Donc, moi, ma question... alors elle a plusieurs niveaux, mais bon, pour faire simple, ma question c'est, il y a des problèmes de sécurité, non? Parce que, ok, on peut demander à une IA, par exemple, je sais pas, de nous lire un document, par exemple, voilà, on prend une photo, on le met et on lui demande j'imagine, de nous lire le document, un courrier, par exemple. Ça, il peut le faire, je pense, sans problème. Mais du coup, et cette question ce document comme d'autres, hein, si on l'injecte dans l'IA, je crois que c'est public, non? C'est-à-dire que la prochaine fois, les autres, s'il tapent mon nom, par exemple, il peut trouver mon courrier, non? Alors,
Ou non, mais. Donc, alors non, évidemment, tout ce que vous faites n'apparaît pas publiquement, etc. Par contre, partager des données sensibles avec les IA, c'est pas très recommandé. Vous pouvez le faire. C'est pas très recommandé. Et vous vous doutez bien que les grandes boîtes comme OpenAI qui représentent des milliards, comme Google qui représente des milliards, ils n'ont pas intérêt à ce que les données des gens fuitent, à ce que voilà, parce que bon, donc ils mettent quand même des garde-fous. Vous pouvez vous-même aller dans les paramètres. Alors c'est un point qu'on devait voir à la fin, mais dans les premières choses à faire quand vous installez une IA, allez dans les paramètres et vérifiez les paramètres de confidentialité. Est-ce que vous autorisez l'IA à utiliser vos données, vos échanges avec l'IA pour l'améliorer? Pratiquement toutes les IA proposent de décocher cette case. Par défaut, souvent elle est cochée. Donc il faut aller la décocher. À partir de là, normalement, vous êtes à peu près en sécurité. Je dis bien à peu près, puisque personne ne sait ce qui va se passer avec les données. Personne ne sait ce qu'ils en font vraiment. Il y a aussi des lois qui sont en train de tomber de plus en plus, parce que comme c'est des sujets nouveaux, il y a des lois qui arrivent aussi au compte-gouttes qui autorisent. Alors aujourd'hui, les IA, ils sont obligés de garder 30 jours. Ça dépend des régions du monde, peu importe, mais elles sont obligées de garder à peu près 30 jours vos données. C'est-à-dire, même si vous dites efface tout, non, ne garde pas mes données, elle les garde 30 jours. Parce que si la police ou quoi que ce soit veut accéder à des données, elle doit pouvoir. Il y a des lois qui sont en train de tendre vers étendre à 1 an tout ça. C'est des sujets éthiques, c'est des sujets moraux, c'est des sujets sociétaux. On ne va pas aller là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, le mieux, si on veut être tranquille, faut pas partager de données médicales très sensibles, faut pas trop partager de données bancaires, etc. Maintenant, énormément de gens le font. Le risque, il est très faible, en tout cas si vous allez sur des IA qui ont les grandes IA que j'ai citées jusqu'ici, vous vous dites bien que Microsoft n'a pas envie qu'il y ait un scandale, voilà, tous les gens qui ont partagé leur compte bancaire pour faciliter leur comptabilité avec l'IA, voilà, qu'on puisse leur voler leur argent sur leur compte. Ils font ce qu'il faut en termes de sécurité. Maintenant, voilà, c'est toujours la course entre les pirates, les gens mal intentionnés, et puis les gens qui font les sécurités. Parce qu'on a déjà vu des... Alors, attendez, attendez que le micro arrive. Ouais, parce qu'il y a des gens sur Internet qui vont pas entendre la question. Ou sinon, je la répète juste avant d'y répondre. Pendant que j'apporte le micro à monsieur, sur le chat, ça trépigne. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'intelligence artificielle qui permet de développer des applis ? Ouais, alors je l'ai pas dit encore, me semble-t-il. Vous allez sur AI Google Studio ou Google AI Studio. Vous tapez ça dans Google, vous allez y arriver tout de suite. L'adresse exacte, je ne sais plus. Enfin, c'est ces 3 mots-là dans un ordre. AI Google Studio. Il me semble que c'est ai.google.studio.com. Mais bon, ça se trouve en 3 secondes. Et vous allez dans l'onglet Build. Donc, enfin, c'est pas un onglet, c'est en haut, vous allez découvrir Build. Vous pouvez faire CTRL F, vous tapez Build, il va le trouver tout de suite. Vous faites Entrée. Et là, vous allez basculer sur, comme ChatGPT, vous avez un champ, vous lui parlez, vous lui dites, je veux telle appli, telle appli, telle appli. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans nos entreprises aujourd'hui, s'il n'y a pas, enfin, moi, je travaille dans une entreprise, une grande entreprise, si on n'utilise pas encore l'IA de façon massive, c'est justement à cause des problèmes de sécurité, de données. Oui. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas encore. Si beaucoup d'entreprises n'utilisent pas à cause de ce problème sensible, c'est que il y a encore des barrières, enfin il y a encore des problèmes de confidentialité. Oui. Voilà, c'est ça. Bien et sûr. donc. Alors la réponse, elle est carrée. Je vais vous la donner. C'est juste qu'elle n'est pas exploitable pour tout le monde aujourd'hui, mais la réponse, elle existe. C'est d'utiliser une IA locale. Alors qu'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise, si vous prenez des grosses IA, ChatGPT vient de proposer une de leurs versions. Évidemment, elle n'est pas aussi puissante que ChatGPT 5, mais ils viennent de proposer en open source et en local leur IA. Donc en fait, on l'installe sur sa machine. Il faut des machines extrêmement puissantes. Moi, j'ai essayé d'utiliser le ChatGPT OSS sur ma machine. Voilà, le PC qui est là, il a failli mourir. Hein. C'est un miracle qui se voit là encore aujourd'hui, juste parce que j'ai essayé de faire tourner une IA locale dessus. Donc il faut des très grosses machines, mais ça reste des machines abordables. Hein. On se regarde un peu la stature, on économise un peu, on peut s'acheter ces machines-là. Mais voilà, le local, comme le dit son nom, vous coupez Internet. Sur votre machine, vous coupez tout, votre IA, elle fonctionne. Vous faites tout ce que vous faites d'habitude, générer des images, lui parler. Maintenant, plus cette IA elle sera puissante, plus elle saura faire de choses, plus elle va consommer de la puissance, donc plus l'ordi qu'il vous faut pour la faire tourner, il doit être balèze. Mais pareil pour les entreprises. Alors les entreprises ont déjà plus de moyens, elles peuvent prendre des IA en local. Et là, elles sont tranquilles. Leurs données, elles ne sortent pas. La preuve, c'est qu'elles coupent Internet, il n'y a plus rien. Enfin, leur IA fonctionne, quoi.
Bien sûr. Ouais. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un bouton raccourci qui vous permet de poser une question par oral à l'IA. Ouais. Comment vous avez fait pour l'installer, ce bouton raccourci? Vous allez dans l'appli raccourci sur iPhone. Ah oui, d'accord. Elle est préinstallée, vous l'avez normalement de base. Et dedans, vous faites des recherches, vous allez dans les onglets de recherche. Et elle existe déjà, en fait. Vous tapez Perplexity éventuellement dans le champ de recherche. Vous la trouvez, vous l'installez, vous l'activez, vous la cochez. Et ensuite, vous la nommez comme vous voulez. Bon, moi, je lui ai donné un petit nom rigolo, mais vous pouvez l'appeler comme vous. Ouais, c'est vous qui nommez le raccourci que vous voulez. Et chaque fois que Siri entendra ce raccourci, il lancera le micro vocal. Alors, juste une autre question. Est-ce que vous avez été bêta-testeur de Gemini ou de l'application française, l'IA française Mistral, non. Mistral, juste pour permettre aux malvoyants que ça soit adapté aux malvoyants. Non, alors il y a quelque chose qui se passe avec les IA, c'est pareil, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est des mécanismes aussi que nous, on doit apprendre à avoir. En fait, une IA, quand vous avez des problèmes d'accessibilité avec elle, dites-lui, moi, j'arrive pas à faire ça à cause de l'accessibilité. Est-ce que tu peux faire remonter le rapport? La plupart du temps, elles vous disent oui, je vais faire monter. Alors, est-ce qu'elles le font pour de vrai? Je sais pas. Mais très franchement, j'ai été surpris qu'elles prétendent être capables de elles-mêmes faire remonter un rapport aux développeurs. Allez, on reprend peut-être le fil. Alors, écoutez, je pense que vous êtes déjà un peu déconvaincus, mais en tout cas, ça dépend peut-être de vos usages. Mais IA et handicap, grosso modo. Quels sont? Je vais accélérer un petit peu, mais aujourd'hui, l'avantage des IA par rapport... Alors, tous les avantages que je vais dire, c'est des avantages qui sont quasiment valables pour tout le monde, même sans handicap. Mais c'est vrai que, a fortiori, nous, comme les barrières d'usage sont plus élevées, forcément, quelque part, on en bénéficie plus. Mais les usages sont les mêmes. Déjà, c'est un facilitateur d'accès à l'information, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous voulez savoir, je sais pas moi, combien coûte sur Amazon aujourd'hui tel article, il y a deux possibilités. Vous allez sur le site ou un autre site, peu importe, et vous trouvez le champ de recherche, vous entrez le nom de l'article, vous faites défiler patati, ou bien vous prenez une IA comme Perplexity, ChatGPT, vous lui dites aujourd'hui combien coûte en moyenne cet article. Voilà. Donc c'est clairement un facilitateur. Et surtout, on parle là, j'ai cité une appli, peu importe, qui est à peu près accessible. Mais imaginons que le site e-commerce où vous vouliez avoir l'info, il n'était pas très accessible. Il fait complètement bugger vos lecteurs d'écran. Là, c'est plus qu'un facilitateur. Parce que vous n'allez même pas y toucher à ce site qui n'est pas accessible. Pourtant, vous allez obtenir l'info. Ensuite, comme avantage... alors ensuite, la multimodalité et la conversion d'infos. Alors typiquement, une personne sourde qui va écouter une conférence, qui va accéder à une conférence sur YouTube ou un enregistrement audio, il n'y a pas de sous-titres. Vous donnez l'URL, vous copiez-collez l'URL dans une IA comme Gemini, ChatGPT, vous lui dites refais-moi la transcription écrite, audio, textuelle de tout ce qui s'est dit. Il vous le fait. Donc, pas besoin d'aller chercher un sous-titreur ou quelque chose comme ça. Il vous le fait. Il est capable de convertir du son en texte, etc. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est vraiment fou pour nous, les déficients visuels. Vous arrivez dans une formation. Par exemple, en massage, typiquement, les formations, il y a beaucoup de masseurs déficients visuels. On vous remet un petit document numérique, un PDF, ou un cahier, je ne me souviens plus le nom, mais un carnet avec les photos, les postures et tout, beaucoup de choses. Des schémas anatomiques. C'est pas très accessible pour vous qui voyez très mal ou pas. Vous scannez ou vous envoyez ça à l'IA et vous lui dites explique-moi très en détail ce schéma. Bon, ça c'est le côté, la fameuse multimodalité qui marche dans tous les sens. Ensuite, il y a les approches spécifiques. Alors, il y a des handicaps psychiques, des handicaps mentaux. L'IA, elle peut adopter l'approche qui va convenir. Et le handicap, on peut être malvoyant et avoir un handicap psychique. On peut, ça peut aussi se cumuler. On peut être malvoyant et malentendant. Donc, une fois de plus, il va y avoir ce côté, les approches spécifiques. Donc, qu'on soit dyslexique, qu'on ait des difficultés de compréhension, un truc qui fonctionne bien avec l'IA. C'est on vous donne un document compliqué, on vous donne votre fiche de salaire. Un PDF hyper compliqué avec 36 000 colonnes, le lecteur d'écran lit les colonnes dans le désordre, donc vous n'avez même pas le nom de l'intitulé qui suit le chiffre concerné. Il y a des tas de trucs, CSG, machin. Vous dites à l'IA, explique-moi ma fiche de salaire comme si j'avais 10 ans.
Et du coup, bah voilà, typiquement, elle va vous le faire. Donc une fois de plus, l'IA peut se mettre au niveau des personnes à besoins spécifiques. Et ça, c'est possible à toute heure du jour et de la nuit. Donc l'IA sait, elle connaît, puisqu'elle a accès à des bases de données monumentales, plus elle peut aller chercher en direct sur Internet. Elle sait ce que c'est que l'autisme, elle sait comment s'adresser à une personne autiste, elle sait ce que c'est que la dyslexie, elle sait ce que c'est que la néo-voyance. Donc voilà, ça c'est un des très gros avantages pour les personnes en situation de handicap, surtout psychique ou mental. Il y a l'extension des compétences. Alors on va prendre un exemple un peu bête, mais vous avez chanté autrefois, et puis vous avez une opération, votre voix, votre gorge sont abîmées. Aujourd'hui, vous voulez un petit peu continuer de poursuivre ça, ou vous avez des super idées de paroles, des super idées de composition, mais vous ne savez pas chanter. Un extenseur de compétences, vous prenez une IA de fabrication de musique. On n'entre pas dans le débat moral et éthique de que deviennent les vrais chanteurs, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, peu importe. Mais toujours est-il que voilà, vous pouvez déployer des compétences comme ça, enfin en tout cas les étendre, c'est comme si vos bras s'allongeaient, ou vous avez des bras supplémentaires qui poussaient. Et c'est pareil pour l'écriture, vous avez peut-être des idées de romans, de nouvelles, des choses extraordinaires qui sont dans votre tête. Par contre, vous n'avez pas cette qualité d'écriture ou ce vocabulaire. Et co-travailler avec l'IA, vous êtes l'insuffleur des idées, et laissez l'IA, et demander à l'IA, elle, d'écrire pour vous, ou de corriger vos erreurs, ou de vous apprendre à écrire. Ça aussi, c'est un aspect super important, notamment dans l'insertion professionnelle. L'IA, elle peut vous donner des résultats, mais elle peut aussi vous apprendre, vous enseigner. C'est-à-dire, c'est la différence entre on te donne du poisson, ou bien on t'apprend à pêcher. Dans un cas, on te donne du poisson, mais si la personne qui te donne du poisson n'est plus là, le jour où tu as envie de poisson, t'es embêté. Et dans l'autre cas, on t'apprend à pêcher, à partir de maintenant, le poisson, t'as la compétence d'aller toi-même l'obtenir. L'IA peut vous enseigner. Dans le monde du travail, pas besoin d'attendre que votre collègue, par exemple, votre collègue est absent une semaine, et c'est votre collègue qui vous répondait à toutes vos questions techniques sur l'aspect financier ou comptable précis. Techniquement parlant, l'IA, si vous savez lui parler, alors on va pas parler trop de prompting aujourd'hui, parce que vu déjà qu'on a déjà dépassé le temps, on n'a absolument pas le temps d'ouvrir ce grand chantier, mais le prompting, c'est votre façon de parler à l'IA, et c'est ça qui fait que vous allez obtenir des résultats passer de moyens à des résultats très bons. Bon, bref. Donc on a cette extension de compétences. Et ensuite, on a les agents. Alors, j'en ai pas encore parlé, je crois. Les agents, c'est en train d'arriver. C'est le truc du deuxième semestre 2025. Les agents, en fait, aujourd'hui, on a vu que les IA, elles peuvent générer. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est des IA génératives. Qu'elles génèrent de la voix, du texte, de l'image. Elles génèrent quelque chose qui imite un résultat qu'un humain aurait pu produire. Les agents, ils peuvent générer et ils peuvent agir. Un exemple tout simple. Vous demandez à une IA d'aller sur le site, peu importe, d'une enseigne marchande, et de mettre dans votre panier du lait, du saucisson, et voilà. Vous pouvez lui donner les marques, etc. L'IA, elle va aller agir sur le site. Elle va aller cliquer sur le site. Ok ? Pour info, là, depuis quelques jours ou semaines, c'est tout frais. Il y a la guerre, ça fait quelques semaines pour Perplexity, ils viennent sortir son navigateur Comet. C'est un navigateur agentique, donc agent. Donc l'IA, elle est dedans. Vous pouvez taper ce que vous voulez, et elle le fait. Elle déplace votre souris, elle clique, elle remplit les champs. Si vous lui dites « va me remplir ma déclaration d'impôt » et que vous lui avez donné à un moment ou à un autre, ou à ce moment-là, votre nom, votre numéro fiscal, etc., elle va aller sur le site le remplir. Alors, on ne parle pas trop des considérations sécuritaires et tout ça, mais il faut savoir que ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Comet, vous pouvez aller chez vous le tester. Je vous dis tout de suite, si vous utilisez un lecteur d'écran, vous allez galérer. Si vous voyez assez trop mal pour devoir utiliser un lecteur d'écran, c'est pas encore très accessible. Ça fonctionne, mais c'est pas très accessible. Et vous avez Atlas, c'est le navigateur agentique de ChatGPT qui est sorti la semaine dernière, et qui fait la même chose. Donc vous lui parlez soit avec la voix, soit vous tapez avec du texte, et il agit sur votre navigateur. Donc tout ce qu'un humain peut faire derrière un navigateur Internet, il est potentiellement capable de le faire. Vous lui demandez, il agit. Apparemment, sur Mac, de toute façon, il est sorti que sur Mac pour le moment, Atlas de ChatGPT. Apparemment, sur Mac, c'est pas extrêmement accessible, mais ça se gère. Ça reste faisable avec un lecteur d'écran, de l'exploiter. Donc, les agents, vous vous doutez bien que là, on vient d'ouvrir une page, on va en entendre parler et reparler
à partir de maintenant, enfin, de toute façon, c'est des choses qui on reviendra plus en arrière. Donc ça va devenir un très gros enjeu pour beaucoup de monde et pour les personnes en situation de handicap. Alors je vous parle même pas des personnes en situation de handicap moteur qui ont une grande fatigabilité des mains ou qui ont des gestes qu'ils peuvent difficilement faire, taper au clavier, etc. Vous imaginez le gain pour ces personnes que le navigateur puisse agir tout seul. Et enfin, le dernier point que je voulais voir là, en tout cas sur cette partie, les grands bénéfices que moi j'entrevois sur le vis-à-vis du handicap et de ces IA, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est carrément de fabriquer ses propres outils. Donc un outil, il n'existe pas ou il existe, mais il n'est pas adapté à vos besoins spécifiques, vous pouvez essayer de le refabriquer. Et tout ça sans savoir coder, et sans coder une seule ligne de code. Ça demande de la patience, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut corriger l'IA, il faut coacher l'IA, mais vous ne ferez ça qu'avec du langage comme vous et moi, on est en train de parler. Alors... Oui, j'avais une question. Oui. À PIDV, donc, on accompagne des personnes déficientes visuelles qui sont en recherche d'emploi ou de formation. Et je voulais savoir, dans ce cadre de cette recherche, comment l'IA pouvait optimiser justement la recherche pour pouvoir, par exemple, sélectionner des offres d'emploi en fonction du CV ou du parcours de la personne. Est-ce qu'il y a des IA qui sont plus compétentes que d'autres dans ce domaine ou est-ce que vous avez des pistes à nous donner ce jour? Alors, elles vont toutes être à peu près à égalité là-dessus. Alors, le scrapping, c'est pour aller récupérer de l'info sur Internet. Comme je disais, si vous voulez avoir... Par exemple, sur LinkedIn, alors ChatGPT, par exemple, le fait très bien. Vous allez sur ChatGPT, vous activez bien le mode recherche, et puis vous lui dites, écoute, je voudrais entrer en contact avec, 5 directeurs des ressources humaines dans le domaine alimentaire en Île-de-France. Vous le laissez travailler un moment, il va tout seul aller sur LinkedIn, et il va vous sortir un tableau avec les noms et même les liens. Si vous lui dites, mets-moi les liens, vous n'aurez plus qu'à cliquer dans le tableau, ou si vous ne lui demandez pas faire un tableau, il peut le faire sans forme de tableau, et vous aurez les liens, vous avez juste à cliquer, et hop, vous allez arriver sur la page de la personne, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur contacter, etc. Ou vous pouvez aussi essayer d'accéder à des mails de personnes de cette manière-là. Vous pouvez, voilà, pareil, dans le cadre de la recherche d'emploi, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que vous pouvez fabriquer des templates, donc des schémas, des modèles de mails à envoyer à ces personnes, sauf qu'en fait, vous les personnalisez. Vous allez pouvoir vous fabriquer une GEM ou un GPT, ou en tout cas, en gros, vous allez vous fabriquer une petite boîte où vous lui donnez une fonction, et cette fonction, à chaque fois que vous revenez, vous n'avez pas besoin de tout réexpliquer. Il est prêt à le refaire pour vous. Et vous pouvez, par exemple, vous faire une GEM où vous dites, je vais contacter des dizaines de personnes sur LinkedIn. Pour chacun, il faudra que moi, je sais faire ça, j'ai fait telle école et tout. Pour chacun, tu vas aller trouver la personne, l'identifier, me mettre son mail si tu l'as trouvé, me mettre le lien direct sur son LinkedIn, et en dessous, tu vas me mettre un mail tout prêt, personnalisé, qui s'adresse à cette personne. Et si cette personne bosse dans le lait, votre mail dira, voilà, je sais que vous êtes dans l'industrie laitière, machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez pouvoir lui déléguer des tâches qui sont extrêmement rébarbatives, chronophages. Et après, rien ne vous empêche, vous, de relire et de modifier, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de prendre tel quel. Mais ça, une fois que vous l'avez fait une fois, la première fois, vous allez prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir fabriquer, entre guillemets, votre petite routine. Par contre, une fois que la routine, elle est faite et sauvegardée, en faire 10, 100 ou 200 dans la journée ou en 2 jours, ça sera en quelques clics, quoi. Et pour la recherche d'offres d'emploi, justement, dans les différents sites qui existent actuellement ? C'est pareil, vous pouvez lui dire concentre-toi exclusivement sur tel site d'offres d'emploi. Alors, je vous rappelle que les agents, ils sont en train d'arriver. Et les agents, vous pourriez même lui dire va déposer mon CV et réponds à chaque annonce. Enfin, je parle au conditionnel, mais c'est plus du conditionnel. Ça existe. Atlas est sorti. Et Comet aussi. Alors, les deux sont encore en bêta public. Ça veut dire que c'est pas encore totalement stable, etc. Mais c'est disponible pour tout le monde. Et gratuit. Alors, et je rappelle que Atlas, pour le moment, il est disponible que sur Mac. Mais dans quelques semaines, il arrivera très certainement sur Windows et sur smartphone. Donc, en fait, oui, les capacités aujourd'hui,
c'est bien le problème aussi des IA, c'est qu'en fait, tout ce qu'on peut faire derrière un ordinateur, enfin en tout cas une grande partie, sachant que la partie qui manque, elle est mangée de semaine en semaine, tout ce qu'on peut faire nous derrière un ordinateur, tous ces métiers qu'on appelle à col blanc, donc c'est des métiers entre guillemets intellectuels, les IA commencent à le faire, quoi. Mehdi, moi j'ai une question. En tant que directrice d'APIDV, il m'arrive d'être dans la peau d'un recruteur. Je sais qu'il y a de l'IA sur certaines plateformes, notamment LinkedIn. Et j'ai un petit souci, c'est que quand je poste une annonce pour un poste, justement, je sais que l'IA va chercher des mots-clés. Et je lui reproche quand même un petit peu un manque de discernement parce que sur certains mots-clés, elle va faire remonter mon annonce auprès de gens dont le profil ne colle absolument pas avec ce que je propose. Mais parce que si j'ai eu le malheur de mettre budget, alors là, je vais avoir plein de gens qui font de l'analyse financière quand moi je cherche un chargé de mécénat, par exemple. Et si je mets communication, et il y aura toujours un bout de communication. Alors là, si je cherche par exemple une responsable du pôle études et emploi, j'ai plus besoin de quelqu'un qui sache manier les ressources humaines et la relation humaine qu'un communicant. Alors, en tant que recruteur, comment moi je peux m'éviter ces écueils-là et qu'est-ce que je peux dire à l'IA pour qu'elle n'envoie pas au casse-pipe des gens à qui je vais pas donner suite, et puis je vais perdre beaucoup de temps, même si LinkedIn, par exemple, pour ne pas le citer, me permet d'envoyer un mail automatisé à tous ceux à qui dont je vais refuser la candidature. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse optimiser cette pratique-là ? Oui. Alors, premier élément de réponse, aujourd'hui, toutes les difficultés, les erreurs, aujourd'hui, les enjeux des IA, c'est majeur en termes financiers et économiques. Donc, toutes les IA sont au coude à coude. Donc, tout ce que les IA font pas très bien aujourd'hui, dites-vous bien qu'ils sont tous en train de travailler comme des fous pour qu'elles le fassent mieux, pour être les meilleurs, les premiers, et voilà. Donc, il faut savoir que les IA se nourrissent de tout ce qu'on fait, de nos données. Alors, avec les limites qu'on a dit tout à l'heure, vous pouvez décocher, mais on ne sait jamais très bien où vont nos données, même si on décoche, on dit qu'on n'autorise pas le modèle à utiliser nos données. Bref. Mais en gros, tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, et qu'il donne une réponse, et qu'on lui redemande derrière, ça veut dire que la première réponse n'était pas bonne. Ça, les IA, elles les engrangent, sauf qu'elles engrangent des milliards et des milliards de ce type d'infos par jour. Et ces infos, elles sont en train de nourrir le GPT-6 qui n'est pas encore sorti, puis GPT-7. Donc en fait, toutes les écueils, toutes les erreurs, tout ça, c'est engrangé. C'est ça qui est effrayant. C'est que on est passé à une autre échelle que le travail humain. C'est-à-dire que même quand elles se trompent, elles sont déjà en train d'apprendre pourquoi elles se trompent. Ou vous, quand vous lui dites « écris-moi un poème », et puis ensuite vous corrigez ce poème qu'elle a écrit, elle voit « tiens, moi j'ai écrit ça, donc le reste était bien, sauf à la ligne 3, il y avait ça qui était pas bien ». Ça, elle l'engrange, mais elle l'engrange pas à l'échelle d'une personne, elle l'engrange à l'échelle de... Je crois que ChatGPT approche du milliard d'utilisateurs. Un truc qui n'existait pas il y a 3 ans. Je crois qu'ils sont à 800 millions d'utilisateurs courants. Donc vous imaginez par jour les algorithmes, les quantités de données qu'ils ont. Donc premier élément de réponse, toutes ces erreurs qu'il y a aujourd'hui, ils travaillent tous à l'améliorer. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Je ne sais pas. Mais les enjeux sont tellement énormes qu'ils veulent tous être les meilleurs. Deuxième élément de réponse, c'est le fameux prompting. Prompting, en gros, c'est l'art, entre guillemets, de parler aux IA. Vous dites à une IA... justement, on va pas entrer aujourd'hui dans le prompting, ce serait trop un gros chantier, mais le prompting, c'est la différence entre la façon dont vous demandez à l'IA quelque chose et vous obtenez un résultat moyen. Donc là, ce que tu m'as décrit, ça ressemblerait plutôt à un résultat moyen, c'est-à-dire que elle a mal filtré, elle t'a donné dans tout ce qu'elle t'a donné, comme tu demandais des profils, t'en as donné des bons, mais il y en a plein qui sont pas bons. Donc, en améliorant ton prompting, tu vas affiner. Typiquement, ce que tu peux faire, c'est... alors, je vais aller très vite sur ce point, parce que le prompting, c'est justement des choses qu'on va voir nous en atelier, qui vont suivre après cette conférence. C'est des choses très concrètes. Typiquement, ce que tu peux faire, c'est tu ouvres une conversation avec l'IA, elle te trouve ses profils. Tu lui dis, ces profils, ils me vont, mais ceux-là, ils ne me vont pas. Identifie pourquoi. Ok, t'envoies, l'IA va tchac, elle va dire, ah oui, je crois que je comprends, parce que en fait, celui-là, il y avait le mot budget, mais le budget, c'était pas ça. Tu vas dire, oui, exactement. Ou alors tu vas dire, non, en fait, t'as mal compris, quand je disais budget, t'es mal parti, machin. Tu discutes comme ça pendant 20 minutes avec l'IA. Quand t'as terminé, tu lui dis, ok, maintenant, au vu de toute notre conversation qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que j'aurais dû te demander dans ma toute première requête pour obtenir le résultat idéal filtré à la fin ?
Et là, c'est pas toi qui va te creuser la cervelle, c'est l'IA qui va te donner la réponse. Ce qui fait que la prochaine fois que tu voudras faire une recherche sur ce même profil, tu pourras utiliser ça. Ou quand tu changeras de profil, tu pourras te réutiliser ce template et juste le moduler. En fait, voilà, l'IA, elle est capable de se corriger, d'apprendre et de s'autocritiquer. Mais le problème, c'est qu'il faut la prendre par la main. L'IA, c'est un enfant qui a un génie. Imaginez un enfant de 10 ans qui est capable de faire des calculs mathématiques, de chimie, de sciences folles. Ça reste un enfant de 10 ans. Il faut le prendre par la main. Oui, il est capable de faire des choses folles, mais il a besoin d'être guidé, recadré, etc. Aujourd'hui, les IA, c'est ça. C'est un méga cerveau, mais voilà. Alors, je suis navrée. Il est écrit que c'est toujours moi qui ai le sale rôle dans ce genre de circonstances, mais je dois t'annoncer qu'il est 20h. Ouais, bah écoute, alors attends, on a quand même fait mal de choses. Bah écoute, de toute façon, là, le prochain point sur lequel on devait arriver, c'était très spécifiquement des usages des IA par les déficients visuels, mais on a déjà vu plein finalement jusqu'ici, et notamment par rapport au travail, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne veut pas trop développer ça maintenant. La bonne nouvelle, c'est que sur les ateliers, on va vraiment pouvoir mettre le paquet là-dessus. Et notamment, pour vous mettre l'eau à la bouche, ce qu'on va voir aussi dans les ateliers, très concrètement, une fois de plus, là, ce sera vraiment des mises en pratique. On va voir par rapport à la recherche d'un travail comment optimiser son apparence. Bah oui, quand on voit mal ou pas, se rendre à un entretien et être présentable, ou même aller au bureau tous les jours, c'est pas toujours facile quand on peut pas se regarder dans la glace avant de partir. On va voir également des choses comme demain j'ai un entretien parce que je vais demander une augmentation, mais je sais pas comment le formuler, etc. Vous allez pouvoir vous simuler en direct avec une IA qui vous parle, avec sa propre voix, ses propres intonations. Vous pouvez lui donner un rôle. Est-ce que vous voulez qu'elle soit cynique? Est-ce qu'elle sera condescendante? Est-ce qu'elle sera gentille? Est-ce qu'elle sera comment, je sais pas si ça existe ce mot, les gens qui parlent handicapés, qui sont durs ou méchants? Non, mais l'inverse. Qu'elle soit hyper méchante vis-à-vis de votre handicap, précisément parce que vous voulez vous voulez être blindé. Vous voulez que demain, quoi qu'il arrive, vous êtes prêt. Donc, vous vous entraînez la veille à ce qui pourrait arriver de pire, en espérant quand même avoir le meilleur. Tout ça, on va le voir directement en atelier. Ouais, voilà, ça pourrait marcher, ouais, je te remercie. Handiphobe, pour les personnes qui sont sur Internet, qui n'ont pas entendu l'intervention. Écoutez, et après, je ne sais pas, Stéphanie, tu vas me dire, mais là, on avait encore un grand volet, c'est celui de les limites de ces IA, parce qu'on les a quand même un petit peu encensées, mais elles ont quand même des limites. Et voilà, on aurait pu les citer, et puis aussi voir comment déjà pas forcément les contourner, mais en tout cas, comment optimiser vos usages vis-à-vis de ces limites. Alors, est-ce que on peut s'engager sur 10 minutes chrono? Ça marche. Les limites, les dernières questions, donc tout le monde est concis, et on synchronise nos montres, on lance le chrono, il est 20h. Alors 10 minutes pour mon exposé, fin d'exposé, plus les questions-réponses. Ah, ça y est, ça commence à négocier. Non, c'est pas ça. Non, 10 minutes globales. En tout? Ouais. Alors, dans ce cas-là, peut-être que je garderai pour une autre intervention ou pour les ateliers les limites. Je sais parmi les personnes présentes qu'il y a des gens qui ont commandé des PAM et ouais, ça marche. Voilà, ça commence à arriver. Allez, on passe aux questions-réponses, peut-être, c'est plus simple. Parce que si j'ouvre mon volet là, 10 minutes, ça va, mais il n'y a plus de temps pour les questions-réponses. Alors, c'est comme vous voulez. Y a-t-il des questions? Sur Internet, des gens aussi, peut-être? Alors, attendez. Attends. Ah, c'est pas bête. Ça se défend. Alors, on va prendre une question, l'exposer, et puis après, on se quitte bons amis. Et de toute façon, pour les personnes présentes, après, je resterai quelques instants. Vous pourrez venir vers moi et si vous avez des questions. Bonsoir. J'utilise moi au quotidien l'IA. Et ma petite interrogation, c'est en fait, là, vous avez parlé notamment de son utilisation dans la rue, justement, avec une autre personne. Moi, mon interrogation, c'est pour l'instant, alors j'imagine que ça va évoluer avec le temps, mais selon vous, pour l'instant, à quel point on peut se fier aux informations que l'IA nous fournit? Alors, dans la rue, parce qu'il y a deux choses. Il y a le monde réel autour de soi, etc. Et puis il y a le monde numérique où derrière un écran, on parle duquel là? Alors moi, je parle carrément de... En fait, c'est là vous parliez de traduction, hein, littéralement. Moi, j'élargis un peu plus à la recherche d'informations. Je vais prendre un exemple tout bête, une personne qui expliquait que elle avait fait une recherche, elle avait demandé à ChatGPT de lui rédiger la biographie de Victor Hugo. Oui. Bon, premier élément, ils ont regardé la date de naissance qu'avait
donné ChatGPT pour Victor Hugo. Puis ils ont cherché sur Google, c'était pas la bonne date de naissance. Ouais. Ça, c'est un exemple typique de bêtise que peut commettre l'IA. Et pour vous, à quel pourcentage de bêtises on peut avoir par l'IA? Alors, il y a plein d'études très précises, parce que vous imaginez que c'est un enjeu majeur pour que les clients soient satisfaits, les gens qui payent notamment. Il faut quand même que l'IA dise pas des bêtises. Donc, aujourd'hui, l'IA dit des bêtises. C'est un pourcentage. Moi, je constate... on est peut-être 20% parfois de bêtises, mais pas sur tous les sujets. Il y a des études précises, mais eux, ils font des trucs très pointus. Ils disent que c'est plutôt dans les 50-60% de résultats tout à fait justes. Et puis bon, après, ce qu'ils appellent les hallucinations, voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça va diminuer. Ça va diminuer pour une raison très simple, c'est que déjà, ils viennent de découvrir pourquoi les IA hallucinaient. Ça fait 3 ans que mes personnes n'avaient vraiment la réponse pourquoi les IA hallucinent. Bon, voilà. Donc déjà, le fait de savoir pourquoi, ça aide. Donc après, une fois de plus, on en revient au prompting parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on va faire avec l'IA, on va le faire par prompting. Alors que ce soit avec la voix ou avec du texte, mais on va lui demander des choses et ça va être à nous de réduire le risque. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, je vous donne une méthode de prompting très très simple. Vous dites à l'IA, double-check toutes les informations que tu vas me donner. Quoi que vous lui demandez, vous terminez votre question par double-check toutes les informations que tu vas me donner. Bon, en faisant ça, vous allez passer peut-être de 30% de risque d'erreur à 15%. Vous n'accéderez pas 100. Aujourd'hui, les IA sont faites de telle manière que 100, c'est pas possible. Déjà 95, c'est quasiment impossible. Donc c'est inhérent au fonctionnement de tous ces systèmes. Aujourd'hui, il y aura des erreurs, on sait juste quand, on ne sait pas quand et où. Mais par contre, voilà, de double-checker, même triple-checker, c'est une technique de prompting qui va considérablement réduire. Mais vous allez gratter des pourcentages, tant mieux. Mais vous n'aurez jamais le résultat parfait. Voilà. Voilà pour un élément de réponse par rapport aux hallucinations. Allez, les limites, on y va. Allez, hop. Absolument, c'était la première limite que je voulais justement aborder avec vous. Alors, attendez. Alors, attendez, j'ai un petit problème avec mon... Bon, c'est pas grave, je vais vous faire de mémoire. Bon, donc les hallucinations, on vient de les voir. Avec le prompting, on peut considérablement réduire. Pareil, aller vers des IA, si vous voulez vraiment de l'info, si vous voulez créer des contenus, des choses comme ça, vous n'allez pas forcément sur Perplexity. Vous voulez des infos fiables, allez vers Perplexity. Il est fait pour sourcer ces réponses, pour croiser beaucoup de réponses. Donc, vous allez encore réduire, déjà de base, vous allez considérablement réduire le risque d'hallucination. Bon, le risque d'hallucination, déjà, vous pouvez faire 20 requêtes sans aucune hallucination, hein, quelle que soit l'IA. Mais c'est juste que c'est une loterie. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme limitation? Alors, on a la surcharge cognitive. C'est un truc très simple, c'est qu'en fait, l'IA, elle vous permet de faire 100 fois plus de choses que vous pouviez faire avant. Elle vous aide à les faire, etc. Donc, certes, il y a une grosse partie du travail qu'elle fait, pas vous. Mais le problème, c'est que votre cerveau, il n'est pas fait pour bosser sur 100 projets en même temps, quand bien même ces projets, une grande partie est faite par l'IA. Moi, c'est quelque chose que je vis beaucoup ces derniers temps, c'est que mon cerveau, il est en ébullition. Parce que je peux faire tellement de choses que je ne pouvais pas faire il y a un an, que je fonce partout, et je m'éclate. Mais j'arrive pas à suivre, en fait. Donc voilà, il y a une décorrélation entre les capacités que nous donne l'IA, mais finalement, ce que peut encaisser notre système cognitif, en fait, notre pensée. J'aimerais bien quand même retrouver mes notes. Donnez-moi 30 secondes. Enfin, 10 secondes. Bon. Bon, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'on a comme limitation de l'IA? La confidentialité, nous en avons parlé évidemment. Alors, les IA locales, ça sera la solution à terme. On peut déjà un peu commencer à le faire, mais il faut des grosses machines. Donc, à court terme, c'est pas l'idéal. Je vous recommanderais sur la confidentialité d'éviter de donner des données sensibles. Et surtout, règle numéro 1, si vous voulez pas que les modèles absorbent vos données, vous allez tout de suite, dès que vous installez à chaque fois, que ce soit sur un smartphone, sur un navigateur, sur une application ordinateur, dans les paramètres, première chose à faire, vous allez désactiver toutes ces coches-là. Pareil, il y a des options de mémoire. Vous pouvez les désactiver. Mémoire, ça veut dire, par exemple, vous dites une fois « je suis non-voyant ».
vous n'avez pas besoin de lui dire rappelle-toi, il sait que c'est pertinent, donc il va le garder, donc il fera des choses, il tiendra toujours compte de ça. C'est plutôt positif, mais il y a peut-être des choses que vous lui dites vous n'avez pas envie qu'il se rappelle. Ça, pareil, il y a des options de mémoire. Vous pouvez soit tout bloquer, ou soit filtrer, c'est-à-dire vous allez de temps en temps voir dans la mémoire, il faut regarder ce qu'il a mémorisé, et vous effacez ligne par ligne ce que vous voulez pas qu'il y a. Ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce qu'on a comme... dites-moi, vous, parce que là, je fatigue un peu. Dites-moi, vous, est-ce que vous entrevoyez des inconvénients à ces IA, des limites? Ah oui, le micro... Tu sais, moi, je comprends. Oui, moi, je vois une limite, une grosse limite, c'est que le résultat de ce qu'on demande à l'IA est assez aléatoire. Ah, attends, excuse-moi, j'ai écouté mon lecteur d'écran, j'ai eu une petite coupure de ce que tu disais. Non, je disais, le résultat de ce que l'IA nous rend est assez aléatoire. Par définition, oui, puisque c'est de la prédiction statistique. Donc oui, le mot aléatoire, il est assez... maintenant, tu remarqueras quand même, quand tu lui demandes de te parler de Victor Hugo, il se plante pas à 100%, même parfois il se trompe à 0%. Quand même, il comprend le sujet, il comprend la personne. Ensuite, vous vous dites bien qu'il y a une petite différence entre les IA gratuites et payantes. Donc en payant, on a souvent accès à des modèles ou des fonctions un petit peu plus avancées, un peu plus pertinentes. Donc bon, c'est un peu logique qu'ils gardent le meilleur pour les gens qui payent. Donc on réduit aussi les risques d'avoir des mauvais résultats. Le prompting, je le répète encore, c'est super important parce que vous allez avoir vous-même, par vos méthodes, votre façon d'échanger avec l'IA, vous allez apprendre à optimiser ces résultats. On n'a pas parlé des RAG. Alors les RAG, en gros, tout à l'heure on parlait des Victor Hugo. Imaginez que vous soyez passionné de Victor Hugo, vous pouvez donner en connaissance à l'IA, c'est très simple, c'est des fichiers, vous les copiez-collez, vous les mettez dans une IA, dans une discussion de ChatGPT par exemple, typiquement vous aurez une conversation, vous dites on va parler de Victor Hugo, et voici plein de fichiers, mais c'est des fichiers que vous n'avez même pas lus vous-même. Des livres entiers, des encyclopédies, où vous donnez des liens vers des sites web qui sont dédiés à Victor Hugo. Et bien là, quand vous faites ça, vous réduisez considérablement le risque d'hallucination parce que vous avez fourni ce qu'on appelle un RAG. En gros, c'est une base de données prioritaire. Donc l'IA, avant d'aller chercher sur Internet ou de faire des prédictions un peu bizarres, elle va toujours prioriser ce que vous lui avez fourni. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une IA qui s'appelle NotebookLM, qui est gratuite, de chez Google, qui est spécialisée dans ça. Elle vous permet, pour les étudiants, quand vous voulez faire des sujets pointus, etc., elle est vraiment, c'est une IA de référence, elle est très accessible, c'est un produit Google, donc lecteur d'écran, vous pouvez y aller. Et en gros, vous pouvez lui dire, par exemple, moi, je veux me spécialiser sur la technique des plaques, j'y connais rien. Soit vous commencez à vous-même lui fournir des livres, des documents, mais elle ira chercher les infos que dans ces documents. Donc si c'est des documents, par exemple, académiques, a priori, les sources dedans sont quand même bonnes. Mais si vous n'avez pas de documents, vous pouvez même lui dire, va chercher des documents hyper pointus sur ce domaine, tu les rassembles, et ensuite, on va parler de technique des plaques, tu vas me l'enseigner, mais vraiment que à partir de ces infos. Tu n'auras plus voir sur Internet. On oublie Internet, on oublie les gens qui disent des bêtises sur la tectonique des plaques. On se concentrera que sur les données. Voilà. Donc ça s'appelle les RAG. NotebookLM, donc c'est une des IA les plus performantes sur ce domaine. Et là, par contre, oui, effectivement, le risque d'hallucination et tout, il est là, c'est vrai qu'il est réduit à des très petits pourcents, voire des micro-pourcentages, peut-être en dessous du 1%. Mais c'est une bulle, c'est une cabine spéciale qu'on a fabriquée pour échanger sur un sujet spécifique. Mais ouais, très bonne remarque. Oui. Moi, je vois un petit point de vigilance. Moi, j'encourage même, c'est de vraiment prendre appui sur les applications dites officielles. Je donne un petit exemple. Moi, je suis développeur et c'est vrai qu'aujourd'hui, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de doctorants pour développer son propre outil, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on peut, par exemple, prendre dans le ChatGPT, utiliser certains de ses services, donc le moteur de ChatGPT, et l'intégrer dans une application. Sauf que ce qui est dangereux, c'est qu'on peut l'orienter. Je donne un exemple, on pourrait développer notre propre Be My Eyes, et puis dans ce Be My Eyes, la contextualiser en disant « je veux que tu ne décrives qu'une partie des images ». Ce qui fait que si vous téléchargez cette application sur le Google Play ou l'App Store, et que vous ne vérifiez pas le côté sérieux de l'application, vous pouvez avoir ce biais. Ça, c'est vraiment très dangereux parce que c'est vraiment très, très
très facile aujourd'hui de mettre en place ce type de moteur dans une solution. Et derrière, un utilisateur qui ne connaîtrait pas le fonctionnement de l'IA, il pourrait se retrouver un peu biaisé. Alors absolument. Et c'est un des points justement qui fait partie des limites. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas les biais. Les biais de jugement des IA. Il faut savoir que les IA sont entraînées sur des grandes bases de données et elles se nourrissent de ces bases de données. Donc évidemment, si on la nourrit avec des bêtises, elle va retransmettre des bêtises. Si on la nourrit avec une idéologie, mais même inconsciemment, le simple fait par exemple, les IA, elles avaient du mal elles parlaient français encore il y a un an avec un léger accent anglais. Pourquoi ? Parce c'est des IA principalement américaines et elles ont été entraînées sur des énormes bases de données de langage en américain. Donc il a fallu du temps pour les réentraîner pour vraiment parler du français. Et en fait, d'un point de vue idéologique, oui, comme tu dis, ça pose un très très gros problème. Et c'est pas forcément voulu. Mais il peut y avoir des biais, des biais idéologiques plus ou moins graves. Et là-dessus, c'est à nous, utilisateurs, d'être vigilants. Deuxièmement, la fameuse technique du RAG, elle est bien. Puisque le RAG, je vous rappelle, c'est quand vous lui donnez un ensemble de données prioritaires. Donc si par exemple vous savez que, je sais rien, vous faites confiance aux penseurs de tel courant philosophique, etc., vous lui mettez en RAG ces penseurs-là. Donc au moins vous êtes sûr qu'après, quand vous allez réfléchir au sens de la vie et à des choses comme ça avec l'IA, au moins elle adoptera plutôt le point de vue de cette philosophie-là. Et une autre façon de contourner cette limite, c'est les personas. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez attribuer une personnalité, un profil, un rôle à une IA. En prompting, c'est très important. Ça, c'est la première chose à faire dès qu'on veut faire quelque chose un peu pointu sur l'IA, lui attribuer un rôle. Donc, dans notre cadre, si vous lui dites, est-ce que les taxes sur tel type de choses, pour être à peu près de l'actualité aujourd'hui, les taxes, pour toi, est-ce que c'est légitime dans un pays tel type de taxe? Et quel serait le montant parfait de tel type de taxe pour être équitable dans une société? Si vous lui posez juste cette question, une fois de plus, selon qu'elle vienne de tel pays, cette IA, elle va pas forcément répondre pareil, ça peut être biaisé, ça peut être pas neutre. Alors que si vous lui dites, alors, tu as le rôle d'un économiste spécialisé dans le marxisme, etc., et vous lui posez la même question. Maintenant, la question, c'est dis-moi, cette taxe, pour toi, est-ce qu'elle est légale, juste, équitable, et quel serait son montant parfait? Vous voyez la différence? Vous cadrez la personnalité de la réponse, et ça marche à fond. Non, je voulais juste faire une petite remarque, c'est par rapport à l'accessibilité, quand on dit que l'IA peut aussi produire des applications accessibles. Alors, on parle d'accessibilité peut-être au niveau de l'utilisabilité. Si on parle purement de conformité, notamment au niveau des normes, du RG2A, etc., parfois on peut avoir des petites erreurs parce que forcément l'IA s'entraîne sur du code et souvent beaucoup de codes ne sont pas accessibles. Ouais. Donc parfois le résultat qui peut être produit n'est pas forcément des plus probants. Donc ça c'est vraiment des points de vigilance parce que... C'est vrai. Et pour concrètement, moi, l'appli là que j'ai nommé tout à l'heure, qui permet de fabriquer ses propres applis, et si tu lui dis de faire une appli accessible, bien labellisée, avec une gestion de focus intelligent du lecteur d'écran, elle le fait, pas toujours du premier coup, mais elle finit par le faire. Eh bien, c'est vrai que quelquefois, je sais pas pourquoi, la prévisualisation, toute l'appli, je lui demande de faire une mise à jour, toute l'appli n'est plus accessible. Mais alors, zéro. Pareil, je sais pas pourquoi, je lui dis attention, là je détecte plus rien. Il me dit ok, je vais le corriger, il travaille, je réessaye, plus rien. Je lui dis je sais pas ce qui s'est passé, mais là je rentre dans le technique, mais je lui dis audite ton comportement et vois ce qui a changé entre tel moment et au 2-3 coups, elle finit par trouver et toute l'appli réparée avec mon lecteur d'écran. Bon, donc effectivement oui, c'est pas magique, enfin c'est magique d'une certaine manière, mais c'est pas parfait. Donc oui. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme par rapport à l'intelligence artificielle d'appauvrissement? Parce que là, dans un premier temps, effectivement, elle est beaucoup alimentée par ce que beaucoup de gens vont écrire, mais à terme, le fait qu'on se repose beaucoup sur cette intelligence, on le voit notamment, par exemple, les personnes qui recherchent de l'emploi pourraient tendance à dire tiens, je demande à l'intelligence de faire une lettre pour moi. Et ma deuxième question, je crois que je l'ai oublié, c'était justement le fait
on voit bien que quand on pose des questions, selon comment on pose la question, on oriente l'intelligence et du coup, il est très difficile d'avoir une vérité, sur une question, assez générale. Alors, j'ai pas bien compris la deuxième question. Non, en fait, ma deuxième question, c'était plutôt le risque, finalement, c'est que l'intelligence a plutôt tendance à être orientée par la question et à pas vraiment répondre, finalement, à faire une réponse claire, Oui, mais tout à fait. Donc, le prompting, et c'est de là qu'il est important parce que les mots qu'on emploie dans la question vont aussi orienter la réponse. Oui, effectivement, le prompting, ça se travaille, ça s'optimise. Et donc, voilà. Donc, déjà, oui, et ça, on va le voir en atelier. Et ensuite, nous avons la première question. Je voulais finir sur une note positive. tu me rends pas service. Oui, effectivement, il y a un approfondissement évident. On va essayer de faire très court pour Stéphanie et pour tout le monde aussi. Comment dire, quand on a inventé la voiture, c'est une invention formidable. Est-ce que la voiture a fait du mal au cardio des humains, à leurs poumons, à leur tonus musculaire? Bah oui, parce que les gens marchent moins, évidemment. D'accord, mais est-ce qu'il faut renoncer à la voiture pour autant? Donc c'est un peu là que ça se joue. Oui, on va s'appauvrir d'une certaine manière avec l'IA. Maintenant, ça va être à nous d'essayer Un des gros enjeux de l'IA, c'est de ne pas déléguer, mais de co-travailler avec elle. Voilà. Si on apprend à faire ça, il y a un équilibre à trouver. Le plus négatif, c'est de lui demander de faire quelque chose, elle le fait, on prend et hop, on envoie. Le mieux, c'est de le faire soi-même totalement, et voilà. Et entre les deux, il y a co-travailler, c'est-à-dire, et ça, là, j'ai plus le temps, mais il y a des techniques, des méthodes. Pareil pour l'apprentissage. Pareil, vous avez un devoir à rendre pour demain. Vous êtes étudiant, universitaire, collège, peu importe. Au lieu de dire à l'IA, on m'a demandé de faire tel exposé, vas-y, fais-le pour moi. Vous allez lui dire, on va écrire l'exposé ensemble, propose-moi des idées, moi je pense qu'il faudrait faire comme ça, corrige-moi, demande-moi des clarifications, attends mes validations pour intégrer quoi que ce soit, et apprends-moi des choses que j'ignore en même temps. Voilà. Ce que je viens de vous dire là, ça tient je sais pas, 50 mots. Vous lui mettez ça, ça va changer radicalement l'expérience que vous aurez de faire ce devoir avec l'IA ou de le faire par l'IA. Voilà, j'ai réussi à finir positif. Merci. Ce programme vous a été proposé par APIDV avec le soutien de l'AGFIP.